À ce moment-là, il réalisa qu'il n'avait rien du tout. Le sac qu'il pensait plein de bonheur était complètement vide car il n'avait jamais essayé de le remplir de quoi que ce soit. Il s'est résigné à son sort. Il avait erré dans une vie désespérée et privée. Et soudain, un jour, il sentit qu'il avait perdu beaucoup de temps. Il leva les yeux vers le ciel, déterminé à recommencer et à mieux faire les choses la prochaine fois. Il ouvrit les yeux et se retrouva dans une pièce. Cette fois, il a décidé qu'il devait partir. Alors il a couru dehors. Dehors se trouvait une ville abandonnée avec des vignes grimpantes géantes, mais il pensait que cela stimulait sa virilité. Son corps était très léger, comme s'il pouvait s'envoler à tout moment. En effet, il sautait et flottait dans l'espace. En regardant la galaxie étoilée, la nuit ici était vraiment lumineuse. Il suivit la lumière dans une forêt de marguerites et ce qui apparut devant lui était un arbre géant. Sous l'arbre se trouvait une petite fille. Il s'est approché pour lui demander ce qu'elle faisait, mais la jeune fille a émis un son étrange qui lui a fait un choc dans la tête. Il se tenait la tête et, alors qu'il ressentait la douleur, il avait été poignardé à la poitrine par la jeune fille sans s'en apercevoir. La jeune fille contrôlait doucement le ruban de soie dans sa main, comme si elle dansait, provoquant l'effondrement du garçon dans une mare de sang. Ouvrant à nouveau les yeux, il se retrouva dans sa chambre, avec un manga qu'il était en train de lire. Il toucha sa poitrine, soupirant de soulagement car il s'avéra que ce n'était qu'un rêve. Mais il se souvint qu'il avait déjà rencontré cette fille quelque part auparavant, peut-être une amante d'une vie antérieure ou une ennemie éternelle. La sonnette de la porte interrompit le fil de ses pensées. La mère de Cam Kotori, son amie d'enfance, est venue lui demander de retrouver sa fille perdue. Il accepta et commença à chercher. Ce n'était pas la première fois qu'il devait retrouver sa fille disparue, car la petite fille jouait souvent seule dans la forêt. Dans la forêt, il aperçut un chat noir. Puis, il a vu quelque chose de très étrange, mais il se souvenait de l'avoir déjà vu. Et j'ai conclu que c'était un mammouth. Il continua dans la forêt à la recherche de Katori. Finalement, il trouva la petite fille endormie sous un arbre. Il est allé la réveiller. Voyant qu'elle avait encore sommeil, il sortit quelques pièces pour l'amadouer. Suite au bruit des pièces de monnaie, Katori Sleep marcha et se leva. Il l'a incitée à le suivre. Et quand elle s'est réveillée, Katori était rentrée chez elle. Le garçon, Katoru, l'avait amenée jusqu'ici. Katori a innocemment raconté son beau rêve. Elle a acheté une boisson dans un distributeur automatique et a reçu beaucoup de monnaie. Puis, les deux se dirent au revoir en se souhaitant une bonne nuit. Kotaro avait l'impression que quelqu'un le surveillait. Alors il courut rapidement chez lui et se cacha sous la couverture. La porte s'ouvrit brusquement et une petite fille rampa sous la couverture et lui mordit le bras. Il sauta du lit, pensant qu'il faisait un autre cauchemar. Mais il y avait encore de la salive sur son bras. Il avait tellement peur qu'il s'est évanoui sur le coup. Ce matin, Katori l'a appelé pour lui dire d'aller d'abord à l'école. La marque de morsure de la nuit dernière était toujours sur son bras. Il vivait à Kazimatsuri, une ville célèbre pour sa forêt. Il y avait de nombreuses installations de recherche et entreprises qui résolvaient efficacement les problèmes environnementaux. C'était un endroit riche, heureux et paisible. Ce garçon froid était Yoshino, un fauteur de troubles. Chaque fois qu'il voyait Kotaro, il se mettait en colère. Les deux ont failli se battre. Yoshino n'arrêtait pas d'appeler Kotaro Combat Today. Il s'est avéré que les deux s'étaient donné rendez-vous à la porte de l'école. Mais Kotaro, avec sa mauvaise mémoire, avait oublié. Alors que les deux étaient sur le point de se frapper, la présidente de classe Lucia est venue les arrêter. Elle était furieuse, mais heureusement, le professeur principal a fait office de médiateur. Tout le monde a dû regagner sa place. Lucia regardait toujours Kotaro avec des yeux enflammés. Pendant la récréation, Kotori arriva finalement en classe. Yoshino s'approcha de nouveau de Kotaro, exigeant un combat. Kotaro a trouvé ça tellement drôle qu'il lui a craché au visage. Kotori est venu demander ce qui se passait. Kotaro s'est immédiatement caché derrière sa jupe pour se protéger. Elle a remarqué que les deux garçons avant elle étaient aussi proches que de meilleurs amis. Katori n'avait pas d'amis. Yoshino était un fauteur de troubles. Katoru n'avait pas non plus d'amis proches. Ils semblaient donc tous les trois nés l'un pour l'autre. La nuit, Kateru sentit soudain un poids sur lui. Il s'est avéré que la petite fille d'hier était revenue le mordre furtivement. Il avait tellement peur qu'il s'est évanoui jusqu'au matin. La fille qui l'a mordu la nuit dernière ressemblait à la fille qu'il avait rencontrée dans son rêve l'autre jour, mais il ne comprenait pas pourquoi il était maudit. Finalement, il a décidé de profiter de la beauté de la nature pour apaiser son esprit. Soudain,
Il trébucha sur une boîte et tomba face contre terre. Sur la branche de l'arbre, il y avait une petite fille coincée. Kotaro voulait l'aider à descendre, mais elle avait seulement peur qu'il regarde ses sous-vêtements. Finalement, elle a atterri en toute sécurité. C'était une étudiante transférée qui avait trébuché et chuté avec sa boîte de affaires en arrivant ici. Cela semblait insensé, mais en réalité, tout pouvait arriver dans ce monde. Kotaro voulait l'aider à porter sa boîte, mais elle était trop lourde pour lui. Pourtant, cet ami pourrait le soulever facilement. Pour le bien de l'honneur d'un homme, Kotaro a insisté pour porter la boîte. Pendant que les deux se débattaient, elle est tombée à nouveau et les livres dans la boîte se sont répandus parce que ses sous-vêtements avaient été vus. Elle a juré de le détester à vie. Kotaro pensait que cette fille ne serait probablement pas dans sa classe, donc il pouvait se détendre sans craindre d'être détesté. Mais comme le destin l'a voulu, ils se sont retrouvés dans la même classe. Son nom était Utori Chihaya, une nouvelle étudiante. En voyant une belle fille entrer, les garçons de la classe ont crié sauvagement. Chihaya était assise à côté de Kotaro. Il la taquina, la traitant de culotte en fleurs de cerisier, la faisant furieusement le frapper au visage avec un « Tout le monde était surpris, ne comprenant pas comment une fille pouvait être si forte. » Après les cours, Kotaro est allé aux toilettes et a rencontré une fille blonde portant un cache-œil. Voyant qu'elle semblait en difficulté, il lui proposa son aide. La fille lavait son sifflet, remercia Kotaro pour son aide, puis lui rappela de ne pas courir dans le couloir. D'utile, il est devenu délinquant sans le savoir. La jeune fille était membre du comité de discipline, Shizuru, un élève de première classe, qui taquinait occasionnellement le personnage principal avec les règles de l'école. Elle l'a invité à manger ensemble. Mais malheureusement, il avait déjà mangé aujourd'hui. Il lui a promis la prochaine fois. Promirent les deux petits doigts. Alors que Shizuru partait, Kotaro fut rattrapé par un autre membre du club de presse. Elle soupçonnait qu'il avait soudoyé son entrée dans cette école. Il a défendu qu'il avait toujours été honnête, mais elle a utilisé beaucoup de mots pour faire pression sur lui. Puis elle lui dit au revoir, promettant de prendre un repas ensemble un jour. Kotaro ramassa le papier qu'elle avait laissé tomber, devinant qu'elle était une personne très dangereuse. Après l'école, Kotori est allé aux activités de son club, ne laissant que Kotaro et Otori. Il a essayé d'entamer une conversation avec elle, mais la fille Tsundir a eu du mal et s'est plainte qu'il avait osé lui parler. Kotaro a suggéré de lui faire visiter la ville pour s'excuser pour les récentes querelles impulsives. Elle rougit et accepta, mais agissait toujours de manière Tsundir, disant que malgré tout, elle le détestait toujours beaucoup. Lorsqu'il a mentionné les fleurs de cerisier, elle s'est énervée et a prétexté qu'elle avait des affaires avec une connaissance pour refuser le rendez-vous, ce qui était évidemment un mensonge car elle venait d'emménager ici et ne pouvait pas avoir de connaissances. Elle alla rencontrer sa sœur, qui lui rappela de ne pas trop attirer l'attention. Puis j'ai demandé comment me faire des amis à l'école. Elle ne savait pas si elle pourrait se faire des amis. Cette nuit-là, Kotaro fut de nouveau mordu. Voyant son frère hanté pendant plusieurs nuits consécutives, Kotori lui suggéra de trouver quelqu'un pour briser le charme, un senior célèbre dans le monde underground de l'école. Les gens l'appelaient la sorcière de l'académie. On disait qu'elle pouvait utiliser la magie surnaturelle, invoquer des démons et exorciser les mauvais esprits. Bien que cette senior saute souvent les cours, elle n'a jamais été expulsée et a quand même réussi ses notes normalement, ressemblant à un personnage de manga. Kotaro se souvint soudain du journal contenant des informations sur les étudiants du journal à potins Girl. Il l'a sorti pour vérifier et a effectivement trouvé des informations sur cette personne âgée. Senri Akane, étudiant de 3e année, président du club mystère, possédait une autorité bien au-delà des étudiants ordinaires. Trouvant cela intéressant, Kotaro a invité Kotori à retrouver cette mystérieuse sorcière. Il était rare que Kotaro recherche activement quelqu'un, alors Kotori pensait qu'il était tombé amoureux au premier regard. Mais Kotaro était simplement désespéré à l'idée que le fantôme le morde. Après l'école, Kotaro voulait inviter Yoshino à venir, mais a été menacé d'un coup de poing. Donc, l'expédition s'est retrouvée avec seulement 2 personnes. Il prévoyait de retrouver la sorcière en interrogeant autour de lui. Malgré l'interrogation de nombreuses personnes, cette personne âgée semblait utiliser une technique d'invisibilité. Alors qu'ils étaient désespérés, les potins de leur classe apparurent soudainement, leur donnant le rapport du Mystery Club. Il s'agirait d'un document historique publié secrètement et transmis de génération en génération. Kotaro le serra dans ses bras avec gratitude, faisant mal comprendre à Kotori que les deux étaient amoureux.
Sur la base du rapport, ils ont trouvé un endroit très étrange. L'intérieur était luxueux, ne ressemblant pas du tout au matériel scolaire. Tous les livres sur les étagères étaient liés à des choses mystérieuses. Il faisait déjà nuit, alors les deux hommes laissèrent un message et partirent. Cette nuit-là, Kotaro rencontra à nouveau le fantôme mordant. Il a essayé d'ouvrir la porte pour s'échapper de la pièce, mais n'a pu ouvrir ni la porte principale, ni la porte vitrée à l'extérieur. Et utiliser une batte de baseball pour briser la porte s'est avéré inefficace. La fille sous la couverture sortit en rampant, effrayant tellement Katoru qu'il appela désespérément le nom de Katori en espérant qu'elle viendrait le sauver. En entendant le nom de Katori, la jeune fille a soudainement disparu et les lumières de la pièce sont revenues à la normale. Kotaro pensa que son sixième sens était trop fort, puis s'évanouit de peur. Le lendemain, il se rendit de nouveau à la maison du club mystère, mais il n'y avait toujours personne à l'intérieur, seulement une note laissée derrière lui, annonçant qu'il mourrait dans 2 jours. Sur la table se trouvait un questionnaire apparemment destiné à Kotaro, plein de questions étranges, comme s'il utiliserait le pouvoir pour changer le monde ou se changerait lui-même. Kotaro remplit les réponses et partit. Utori courut vers lui, rougissant, se rappelant leur conversation d'avant. Alors qu'il essayait encore de traiter, Kotori était déjà arrivé. Elle a suggéré à Kotori d'emmener Utori faire un tour de la ville, ce qui était exactement ce que voulait Utori. Alors les deux ont roulé à vélo à travers la nature poétique. Utori a dit qu'elle avait déménagé ici parce que c'était actuellement la plus belle période. En visitant la ville, on ne pouvait pas manquer la rizière, qui était également la route menant au siège d'une société environnementale de renommée mondiale. Voyant le soleil sur le point de se coucher, les deux se dirent au revoir et Utori repartit à vélo. Kotaro a reçu une invitation à une réunion de la sorcière de l'académie. La nuit, il a escaladé la porte pour entrer au point de rendez-vous et après avoir couru plusieurs fois, il s'est arrêté pour acheter de l'eau. La fille aux cheveux blancs est apparue au clair de lune, rappelant à Kotaro le rêve terrifiant d'être tué. Il s'est enfui avec crainte, tandis que la jeune fille continuait à le poursuivre comme un fantôme. Le couloir familier de l'école semblait désormais sans fin. Aucune porte ne pouvait être ouverte. Il y eut un bruit où Kotaro pensa avoir trouvé une paille pour lui sauver la vie. Malheureusement, c'était une armée qui venait le poursuivre. Il a continué à courir avec crainte. Vers l'escalier, il baissa les yeux, voyant les marches s'étendre à l'infini. Il se calma, pensant que si les superpuissances étaient réelles, alors les fantômes ou les phénomènes surnaturels ne seraient pas étranges. Quoi qu'il en soit, il devait sortir d'ici s'il voulait toujours rencontrer la sœur sorcière. La fille aux cheveux blancs était apparue derrière lui, l'effrayant et l'obligeant à courir frénétiquement, oubliant même sa bouteille d'eau. Il ne savait pas combien de temps cette fille le poursuivrait. Il a vu une porte. À l'intérieur, c'était un espace infini. Il y avait à l'intérieur un être humain aussi petit qu'un insecte qui voulait toujours prendre son sang. Et un autre être humain aussi petit qu'un insecte mais plus mignon. La fée aux cheveux roses a demandé à la fée aux cheveux bleus de ne pas laisser les humains les voir, puis s'est présentée comme Penny, tandis que la fée bleue exigeant du sang était Gil. Ces deux fées pourraient vivre d'eau et de lumière. Les deux fées conduisirent Kotaro. En chemin, Penny a expliqué qu'ils étaient nés de déchets. Voyant l'atmosphère environnante se détériorer, Kotaro craignit qu'il ne fasse fausse route. Il semblerait qu'il s'était égaré dans l'antre d'un monstre, mais heureusement, celui-ci dormait encore afin qu'il puisse s'échapper tranquillement. Mais Gil a causé des ennuis en éternuant et en réveillant le monstre. Il se leva et s'approcha d'eux. Puis la fille aux cheveux blancs réapparut. Lorsque Kotaro vit la jeune fille sur le point d'être frappée par le monstre, il se précipita pour l'emmener, lui disant de s'enfuir d'ici. Mais la jeune fille a rapidement vaincu le monstre, provoquant l'effondrement de l'espace environnant, renvoyant Kotaro à l'école. Gil et Penny étaient introuvables. Devant Kotaro, il n'y avait qu'une poupée. Il devait rapidement rejoindre la sorcière. Après avoir suivi les instructions sur la poupée, il rencontra finalement la sorcière de l'académie, qui l'accueillit dans sa chambre secrète. La sorcière principale a dit qu'elle était la personne que Kotaro recherchait. Il semblait que tout le monde l'appelait Maju. Elle ouvrit le rideau. Dehors, il y avait un clair de lune argenté brillant, se présentant comme Senri Akane de 3e année. Voyant Kotaro pas surpris, elle fut très déçue, car elle avait fait de grands efforts pour tout arranger. Elle ôta son chapeau pour révéler ses longs cheveux. Avant de venir ici, Kotaro avait vu quelque chose de vraiment étonnant, de mystérieuses créatures parlantes, un arbre monstre géant et un yakai en ruban.
Akane a habilement saisi les informations dans l'ordinateur, surprenant Kotaro car elle maîtrisait très bien la technologie. Mais il s'est avéré qu'elle ne travaillait pas, mais jouait à un jeu. Puis, elle a conclu que la situation de Kotaro n'était pas bonne du tout. Et à ce rythme-là, des ovnis pourraient apparaître demain. Kotaro a insisté sur le fait qu'il était sérieux et a demandé au Seigneur de ne pas plaisanter. Après avoir examiné le formulaire d'enquête de Kotaro, même si elle était très intéressée par lui, elle pensait toujours qu'il ne répondait pas sérieusement à la question. Kotaro voulait juste que l'aîné résolve rapidement son problème, car il était presque maudit à mort. L'aîné lui offrit un talisman protecteur étoile, possédant la magie de l'univers, qui était un trombone. Voyant Kotaro insatisfait, l'aîné lui donna un tas de poupées en papier, comme si elle était une exorciste. Pour observer le processus, Eikan a invité Kotaro à rejoindre le Supernatural Research Club. Kotaro s'est réveillé dans un espace étrange, où se trouvait une porte de sanctuaire et une fille. Elle s'est présentée comme étant Tomoko, une Shikigami. Pour protéger Kateru, elle était apparue dans son rêve sous la forme d'un fantôme. Elle a prévenu que l'ennemi à venir serait très puissant. Elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire. Néanmoins, elle l'a rassuré de se détendre, car elle le protégerait certainement. Si tout pouvait être résolu pacifiquement, Tomoko voulait sortir avec Kadaru. Dehors, la fille aux cheveux blancs revint et regarda à nouveau. La fille a facilement contourné les gens qui bloquaient le passage pour monter sur le lit de Kadaru, mais elle n'a pas pu passer la protection de Tomoko, alors elle est partie. Le lendemain matin, Kotaro se réveilla, ne comprenant pas de quoi il s'agissait. Kotori était déjà arrivé en classe. En la voyant, Kotaro a raconté comment il était allé dans un autre monde depuis le sous-sol hier et a raconté tout ce qui s'était passé. Voyant Kotaro trembler, Kotori lui conseilla de ne pas parler de ça devant tout le monde. Kotaro a prévenu tout le monde que cette école était très dangereuse, mais il semblait que personne ne le croyait. Pour économiser l'argent du déjeuner et accomplir une mission, Kotaro a dû boire le terrible café gratuit à l'école. Pourtant, il a généreusement offert au délinquant Yoshino un délicieux dessert, bien sûr avec l'ajout d'un étrange liquide. Yoshino le remarqua intelligemment et le poussa vers une fille à proximité. Il a mis Kotaro au défi de le manger d'abord pour tester le poison. Il a fait de son mieux pour le manger les yeux et le nez fermés, mais ce dessert s'est avéré délicieux. Il avait peur que la jeune fille mange le plat empoisonné, alors il fit de son mieux pour l'arrêter. Soudainement dérangée pendant son repas, la jeune fille se sentit très en colère. Elle l'a réprimandé pour son impolitesse. Puis elle dégusta délicieusement le dessert, rendant Kotaro très confus. Mais face à elle, il a tout nié, affirmant qu'il n'y avait rien d'étrange du tout. Il a pris sa tasse pour l'essayer, et elle avait un goût horrible. La jeune fille pensait qu'il était un pervers pour avoir osé manger de la nourriture dont elle avait mangé la moitié. Elle l'a réprimandé comme étant méprisable, puis l'a maudit comme un pervers, voulant qu'il aille mourir. Puis elle l'a frappé, volant droit vers le plafond. Kotaro lui reprochait silencieusement de ne pas être douce avec lui. Dans la cour de l'école, Kotaro rencontra Shizu, qui dormait profondément sous l'arbre. Il s'approcha doucement pour s'asseoir à côté d'elle. Comme c'était presque l'heure du cours, Kotaro se demanda s'il devait la réveiller. Mais son réveil sonna le premier. Quand le temps était beau et qu'elle se sentait bien, Shizu venait à cet endroit pour déjeuner. Elle aimait cet endroit car il était calme, où elle pouvait entendre les oiseaux chanter et les gens parler. Ensuite, les deux sont retournés dans la zone de l'école et Kotaro est également allé rencontrer le seigneur Maju. Voyant que les poupées de papier avaient réussi à protéger leur maître, le seigneur les jeta sans hésiter directement à la poubelle, ignorant Kotaro qui regrettait sa chère Tomoko qu'il venait de rencontrer dans son rêve. Puisqu'il restait 2 journalistes, au moins Kotaro serait en paix pendant environ 2 jours supplémentaires. Bien qu'il travaille dans le club de recherche surnaturelle, le seigneur détestait toujours les choses liées aux esprits. Elle détestait les gens qui échappaient à la réalité. Elle n'a aidé le club de recherche surnaturelle qui était sur le point d'être dissous que parce qu'elle voulait avoir sa propre chambre. Ce qui signifiait aussi qu'elle ne croyait pas aux choses que disait Kotaro, les monstres dont il lui avait parlé hier. Voyant cela, Kotaro décida d'enquêter lui-même sur les activités surnaturelles. Il serait un chercheur direct sous la direction du président, et elle pensait que ce n'était pas grave s'il déconnait un peu. Parce que son expression semblait confiante dans sa capacité à gagner. Elle a admis qu'il existait des phénomènes surnaturels que les humains ne pouvaient pas expliquer. Mais en ce qui concerne les choses liées aux dieux ou aux superpuissances, elle pensait que cela pencherait davantage vers le culte. Kotaro répliqua
Il croyait que les superpuissances étaient réelles. Il essaierait d'utiliser tout ce qu'il avait pour le prouver, demandant simplement à Akane de continuer à enquêter sur les stratégies contre les esprits. Akane lui exauça un souhait, s'il pouvait prouver ses super-pouvoirs, Kotaro révéla sa nature perverse, demandant à toucher la poitrine d'Akane. Elle a rapidement appuyé sur l'alarme car elle a rencontré un pervers. Kotaro dut se dépêcher et écraser la cloche. Finalement, Akane a permis à Kotaro de lui faire des choses perverses, à condition qu'il puisse prouver que les super-pouvoirs existaient réellement. La nuit, grâce à la protection de Tomoko, la fille aux cheveux blancs ne pouvait à nouveau pas ramper sur le lit pour mordre Kotaro. Le lendemain matin, Kotaro a amené Katori rencontrer le président pour obtenir de l'aide. Il l'a présentée comme son amie d'enfance, voulait qu'elle l'aide à résoudre le problème des fantômes et rejoindrait également le club de recherche surnaturelle. Lorsqu'elle entendit que Kotaro touchait la poitrine du seigneur, Kotori fronça les sourcils. Le regardant avec des yeux jugés, Kotori essaya de se défendre. Mais Kotori le considérait désormais comme un homme pervers, lubrique et méprisable. Kotaro murmura à l'oreille de Kotori, le seigneur Eikane était quelqu'un qui avait l'air puissant, donc il pensait que la contacter ne serait pas un problème. C'est ainsi qu'il a incité Kotori à rejoindre le club. La page d'accueil du Supernatural Research Club a été lancée, l'accueil et la collecte de preuves contribueraient à rendre toutes les activités plus pratiques. Soudain, Otori entra dans la pièce. Il s'est avéré qu'elle était également membre du club et une connaissance d'Akane. La nuit, Kotaro n'arrêtait pas de rêver de la poitrine du président. Puis sa main serra accidentellement le humble aux cheveux blancs allongé à côté de lui. Peut-être que les charmes d'Akane étaient à court de puissance. Il savait d'après le journal apparu derrière, elle avait flairé que Kotaro faisait des recherches sur des phénomènes surnaturels. Elle a défié Kotaro à un concours pour voir qui gagnerait. Shizu a également rejoint le club de recherche surnaturelle. La petite fille a reçu un appel téléphonique. Kotaro lui a donné quelques répliques ringardes sans savoir qu'elle appelait le diable Lucia. Lucia arriva immédiatement, frappa Kotaro une fois, puis encore une fois lorsqu'elle apprit qu'il avait rejoint le club à cause de la poitrine d'Akane. Ensuite, elle voulait que Shizu reste loin du club avec ce pervers. Voyant Shizu refuser et même couvrir Kotaro, Lucia décide de rejoindre le club pour superviser. Et ainsi, après tant de temps sans amis, Kotaro avait enfin son propre groupe d'amis du club. Grâce à l'armée de poupées en papier préparée par Akane, Kotaro a passé une bonne matinée. Bientôt, il y aurait la plus grande fête des récoltes de la ville, où tout le monde planterait des arbres pendant une semaine afin que l'école donne du temps libre aux élèves. Kateru passa son bras autour de l'épaule de Yoshino, l'invitant à venir, et fut bien sûr rejeté. Aujourd'hui, dans la salle du club, un jeune homme très élégant est venu amener bento pour Eikane. Il s'est avéré que c'était son frère, Sakuya. En fait, pour diverses raisons, il serait bientôt en charge de certaines fonctions d'Akane, comme un majordome, ou comme il le disait, un beau chevalier. Trouvant l'histoire relationnelle de cette famille trop compliquée, Kotaro ouvrit la bouche pour demander, et Sakuya lui cria au visage, le réprimandant pour son manque de respect. Le cours avait commencé. Alors Otori et Kataru retournèrent en classe, tandis qu'Eikane voulait paresseusement se blottir dans sa couverture et dormir un peu plus. Elle ne se montrait pas un modèle supérieur à ses juniors, mais affirmait avec désinvolture que sa magie noire pouvait transformer l'absence en présence, et que la magie n'était rien d'autre que le pouvoir. Avant de partir, Kotaro s'est présenté au chevalier senior Sayaka, mais a été accueilli avec un sourire industriel et l'affirmation qu'il le détestait. En classe, se souvenant de l'histoire du majordome, Kotaro se demandait si Otori était une jeune femme issue d'une certaine famille, mais elle ne ressemblait pas du tout à une jeune femme. En voyant le président de classe porter des gants au tableau, il était très curieux. Pourrait-elle porter des gants pour sceller un pouvoir secret maudit? Le fantasme de pouvoir des deux gars au fond de la classe a laissé sans voix l'enseignant et le président de classe au tableau. Aujourd'hui était le premier jour d'activité du club surnaturel, mais seul Kotaro était excité, tandis que les autres se concentraient uniquement sur de délicieux gâteaux et que le président prenait du thé. Le président de la classe était mécontent que le majordome, bien qu'étranger, soit entré librement à l'académie. Sous la magie du pouvoir du président, l'école n'était plus en mesure de la contrôler. Sayaka a sorti une glace préparée à l'avance, réussissant à soudoyer le strict président de classe. Tout le monde était assis tranquillement en train de prendre du thé et des gâteaux, tandis que seul Kotaro était isolé, ce qui le mettait très mal à l'aise.
La première mission de recherche du groupe concernait Tsuchinoko. Selon les informations figurant sur la page d'accueil, de nombreuses personnes l'avaient vu apparaître continuellement dans l'école. C'était un serpent. Et même si la présidente ne croyait pas vraiment à l'existence d'une telle chose, si elle existait, elle ne trouverait pas cela étrange. Kotaro rêvait de toucher la poitrine du président. Ses mauvais yeux furent rapidement découverts par Otori. En résumé, le Supernatural Research Club se chargerait de cette mission Tsuchinoko. Tout le monde s'est séparé pour fouiller dans le jardin de l'école. Kotaro s'enfonça dans un buisson, sentant quelque chose d'élastique et de doux. Il pensait avoir atteint la cible, mais c'était Lucia, la présidente de classe. Il s'empressa de prétendre qu'il était vertueux et qu'il pouvait s'expliquer. Bien sûr, elle ne le croyait pas. Kotaro a donc été frappé en volant droit dans le ciel, puis le visage planté dans le sol. Alors que les deux se maudissaient encore, Katori avait trouvé la Tsuchinoko. Kotaro se précipita pour l'attraper, mais Utori était capable de le faire facilement. Même s'il était un peu stupide, ses capacités physiques étaient excellentes, ce qui faisait que tout le monde l'admirait. Le serpent s'est tordu pour s'échapper, Kotaro a dû tenir son corps fermement, puis une étrange femme a été tirée des buissons. Voyant cela, le président regarda le groupe d'enfants avec un regard méprisant. Cette femme n'était pas de l'école, mais était une chasseuse d'Uma nommée Tsukuno. Elle faisait cela pour de l'argent, pour acheter des articles de luxe, afin de satisfaire son extravagance. Étant employée de bureau, après sa pause déjeuner, elle a dû retourner au travail. Ainsi, la première activité du club était considérée comme terminée. Comme Pinky l'avait promis il y a quelques jours, Kotaro a invité Shizu à déjeuner avec lui. Les deux se sont assis et ont mangé ensemble. Le déjeuner de Shizu aujourd'hui comprenait du koutla grillé. Shizu pensait que Kotaro voulait lui soutirer de la nourriture. Elle supplia en tremblant de ne pas pouvoir le lui donner. Voyant que Kotaro n'avait pas une telle intention, elle mangea joyeusement. Dans la mesure où Kotaro se sentait jalouse de sa nourriture, la partie couverte de l'œil de Shizu la démangeait. Kotaro lui a conseillé de ne pas se frotter les yeux comme ça. Il voulait connaître le secret derrière son cache-œil, la réconfortant en lui disant qu'elle ne devrait pas être gênée par son état. En fait, Shizu n'était pas malade. Elle a couvert son œil parce que cet œil avait une couleur différente. Kotaro sentit que cet œil était magnifique, ce qui rendit la petite fille embarrassée en couvrant à nouveau son cache-œil. Après le déjeuner, Kotaro prit une bouteille vide et la jeta à la poubelle. Rien que pour cela, le président de classe a couru pour constater son erreur, car il ne triait pas correctement les déchets. De plus, elle lui a également demandé de nettoyer soigneusement l'intérieur avant de le jeter à la poubelle. Après l'avoir lavé, il fallait l'aplatir pour gagner de la place. Selon le président de classe, les ressources de la Terre sont limitées. Du point de vue de l'échelle humaine, ils peuvent penser que les ressources sont illimitées. Mais un jour, ils seront épuisés. L'accumulation massive de l'irresponsabilité de chacun conduirait à la destruction de l'environnement. Kotaro a fait remarquer que cette fille était une maniaque de la propreté et trop sérieuse. Réalisant qu'elle divaguait trop, la présidente de classe s'est immédiatement arrêtée. Quoi qu'il en soit, les questions environnementales méritaient d'être prises en compte. Kotaro le suivit trop, mettant en colère le président de la classe Tsundir, lui délivrant une série de coups, le faisant dormir à l'infirmerie jusque tard dans la soirée. Lorsqu'il est sorti, il a vu la jeune fille aux cheveux blancs, debout sur un immeuble. Alors que la jeune fille courait, un chien la poursuivait. Bien que très effrayé, il était certain qu'il aurait mal à la tête si la jeune fille réapparaissait, il devait donc le confirmer. Un système fonctionnait à l'intérieur de Kotaro, lui permettant de sauter entre les bâtiments. En effet, il avait des super-pouvoirs. S'il parlait de super-pouvoirs avec Akane Senior maintenant, il pensait qu'il pourrait immédiatement toucher sa poitrine. Son propre pouvoir ne le pouvait plus après avoir été réécrit. Pour passer sous silence cela, il lui faudrait déployer beaucoup d'efforts. L'atmosphère était étrangement calme, mais Kotaro trouvait cela très familier. Un homme blond l'attendait par derrière. Même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, Kotaro savait que cette personne était très dangereuse. Il a appelé un chien pour chasser Kotaro. Il s'est enfui précipitamment, mais le chien le suivait partout où il allait. Il voulait appeler à l'aide. Ce n'était pas un chien ordinaire, mais une bête démoniaque. Quelqu'un est venu le sauver. À son réveil, Kotaro se retrouva dans un restaurant. 2 hommes d'âge mûr l'avaient trouvé inconscient dans le parc. Kotaro raconta avoir été poursuivi par la bête démoniaque, et les 2 autres demandèrent aussitôt l'adresse, se disant pros de la chasse aux bêtes démoniaques.
Puis, ils lui demandèrent de quelle organisation il venait. Kotaro répondit honnêtement qu'il appartenait au club de recherche sur les phénomènes surnaturels du lycée. Il pensait que les deux hommes parlaient de chasse aux bêtes démoniaques, mais ils fantasmaient juste sur un jeu en ligne. Néanmoins, il y avait encore beaucoup de créatures mystérieuses dans cette ville. Pour plus d'informations, les deux invitèrent Kotaro à venir chez eux la prochaine fois. Le vieil homme distingué nommé Isaka tenait un magasin d'antiquités en ville. Ces informations étaient plus fiables que n'importe quelle source. Shizu apparut de nulle part. C'était une habituée. Kotaro lui montra sa blessure, mais elle dit qu'il n'y en avait aucune. Kotaro soupçonnait qu'il rêvait, mais il était sûr que son pouvoir avait été réécrit. Bientôt, le magasin gagna rapidement plus de clients. Kotaro raccompagna Shizu chez elle. La petite fille vivait dans un appartement minable. Ensuite, il rencontra la majordome Sayaka, achetant de la nourriture pour Chihaya. Avec elle, il y avait toujours le sentiment que les deux deviendraient ennemis à l'avenir. Shizu s'assit sous l'arbre pour déjeuner comme d'habitude, rêvant de sa famille heureuse d'avant. Ses larmes tombèrent soudainement. Kotaro apparut, l'appelant à se réveiller, l'invitant à déjeuner avec lui. Au bureau, Kotaro raconta avec enthousiasme à la présidente qu'il avait fait la connaissance d'un oncle qui en savait beaucoup sur les créatures mystérieuses, puis l'assura que cette fois c'était vraiment réel. La présidente vit vite clair dans ses intentions. Kotaro garantit qu'il le faisait pour la recherche du club, pas pour la poitrine de la présidente, ce qui fit que les filles le regardèrent avec mépris. Kotaro emmena tout le monde au parc d'hier, mais il n'y avait aucun restaurant de nouilles ici. Ils supposèrent que ce restaurant n'ouvrait que la nuit. Si Shizu, une cliente régulière du magasin, était là, ce serait génial. Malgré de nombreux appels, Shizu ne répondait toujours pas. Shizu était une personne très occupée. Elle mentionnait parfois devoir participer à d'autres activités. Comme Shizu n'était pas là, la déléguée de classe partit la première. Voyant la situation ennuyeuse, même la présidente partit, laissant Kotaro seul chercher l'oncle antiquaire. En chemin, il tomba sur un voyou aux cheveux roux. L'homme le réprimanda d'avoir des yeux de taupe, puis lui demanda son nom, son âge et son adresse. Voyant qu'il semblait être un étudiant sérieux, l'homme le laissa partir temporairement. Récemment, beaucoup de jeunes voyous qui se la jouaient étaient apparus dans le coin. Il conseilla donc à Kotaro d'être prudent. Kotaro partit, oubliant de demander à l'homme roux l'adresse de l'oncle antiquaire. En entrant dans une ruelle, il rencontra les jeunes voyous que l'autre homme venait de mentionner. Après s'être renseigné sur son école, sa classe et son nom, les voyous réalisèrent que Kotaro était un camarade de classe de Yoshino. Il s'avéra que c'étaient ses hommes de main. Ils racontèrent que Yoshino avait unifié la rue, devenant le roi de tout le gang. Kotaro a prétendu être l'ami de Yoshino, ce qui les a amenés à changer immédiatement d'attitude. L'un des délinquants l'a aidé à rechercher l'antiquaire. Il se présenta comme étant une première année, encore plus jeune que Kotaro. Voyant que ce personnage à l'air féroce s'est avéré n'être qu'un enfant, Kotaro a adopté une attitude de menton levé, leur ordonnant de chercher rapidement. Très vite, ils l'ont conduit sur place. L'oncle vendeur d'antiquités a été très surpris d'avoir trouvé cet endroit. L'autre jour, il avait oublié de lui donner sa carte de visite. Dans un coin du magasin, Shizu était assis, mangeant délicieusement. Parce qu'elle avait réglé son téléphone en mode économie d'énergie, elle ne savait pas que Kotaro l'avait appelé à plusieurs reprises. Kotaro ne comprenait donc pas du tout à quoi cette fille utilisait son téléphone. L'oncle lui donna une tasse de thé, remarquant que lui et Shizu formaient un couple très proche, puis lui demanda quand ils avaient fait connaissance. C'était une rencontre fortuite, mais suffisante pour faire rougir Shizu en s'en souvenant. Aujourd'hui, Kotaro est venu ici pour en savoir plus sur l'histoire de l'ami de l'oncle qui a vu une créature mystérieuse. L'oncle a présenté une pile de photos avec une résolution de tir libre, affirmant qu'il s'agissait de photos extraordinaires. Cependant, c'était toujours très différent du super énorme géant qui a attaqué Kotaro l'autre jour. Kotaro était très satisfait des photos fournies par l'oncle. Puis l'oncle a sorti une carte de visite qui avait l'air très juvénile, criant un prix de 500 yens pour cette carte de visite. Il a dit qu'il l'accueillerait toujours, et Kotaro a également reconnu que le café de son oncle était très délicieux. Il revint avec Shizu. Aux yeux de Shizu, tous les efforts de Kotaro avaient pour seul but de toucher la poitrine du président. En chemin, Shizu se promena dans les magasins que la petite fille trouva intéressants. De retour au bureau, Kotaro présenta les photos comprenant tous les mystères de Kazimatsuri. Le président a constaté que ces photos étaient très populaires dans le passé. Kotaro voulait aller enquêter,
mais le président était occupé à jouer. Shizu a apporté un CD sur l'idole du professeur principal, mais elle n'avait pas de lecteur CD. Voyant cela, Kotaru incita la riche jeune femme Utori à faire un don. Le gardien Sayaka est rapidement intervenu. Même si Utori était une jeune femme riche, elle disposait d'une allocation mensuelle limitée. Kotaru se souvint qu'il avait toujours un lecteur CD à la maison. Il l'utilisait beaucoup, mais maintenant qu'il avait un ordinateur portable, il n'en avait plus besoin. Il a donc donné l'appareil à Shizu. Merci aux gens du journal du directeur. Dès lors, le ruban Yakai n'apparut plus dans la chambre de Kateru. Il ne comprenait toujours pas ce que la fille aux cheveux blancs faisait là, et il était certain que le blond avait des problèmes. Récemment, avec beaucoup de difficultés, il a enfin eu une vie paisible. Soudain, la porte de la classe s'est ouverte. La fille au ruban rouge est entrée, s'est tenue devant Kotaru, puis lui a mordu un morceau de la main, et après l'avoir mordu, elle a simplement quitté la classe comme si de rien n'était. Puisque le fantôme apparaissait même pendant la journée, Kotaru pensait qu'il ne pouvait compter que sur le président pour répandre des papiers dans toute l'école. Shizu arriva par derrière, écoutant de la musique avec l'appareil qu'il lui avait donné, lui demandant pourquoi il transpirait autant. La petite fille voulait l'inviter à venir, voulant lui confier son secret. Ensuite, les deux sont montés dans la voiture du professeur principal. La relation entre Shizu et elle était également un secret. Et ils sont allés ensemble dans la ville natale de Shizu. Le professeur principal a admis qu'elle était une menteuse. Seule Shizu disait toujours la vérité. Elle espérait donc que Kotaru croirait ce que Shizu disait. Après avoir dit au revoir au professeur principal, il ne restait plus qu'un espace pour eux deux. Shizu le conduisit jusqu'à une maison. Et après avoir attendu un moment, le propriétaire est revenu. Shizu semblait très triste. La femme ne se souvenait pas de la petite fille, ni de la date à laquelle les rosiers avaient été plantés devant la maison. Le mari de la femme était également revenu. Ils ont eu une petite fille nommée Shizuka. Shizu tira la main de Kotaru pour partir, murmurant que Shizuka était sa sœur. Ses parents avaient oublié Shizu. Et pendant un instant, Kotaru ne se souvint pas non plus du nom de Shizu. La petite fille pourrait faire oublier les autres. Mais après avoir réfléchi un moment, Kotaru se souvint à nouveau de son nom. En voyant cela, la petite fille était très heureuse. La petite fille avait utilisé son pouvoir pour se faire oublier par ses parents. Lorsque les souvenirs sont bloqués, les nerfs seront coupés si on les contacte. Plus tard, quelqu'un a dit à la petite fille que cela provoquait un tel effet. Auparavant, la petite fille vivait très heureuse avec sa famille. Son père lui faisait souvent griller du coutelas et l'aidait à manger la partie amère du ventre du poisson. Ses parents disaient que lorsqu'elle serait grande, elle serait capable de manger la partie ventrale du poisson, ce qui signifiait aussi une amertume durable. La rose devant la maison a été plantée par elle et sa mère pour commémorer le jour où elle est allée à l'école. Ce jour-là, ses parents l'ont emmenée au festival, puis l'ont conduite dans la nouvelle maison familiale. Bien que pauvre, son père essayait toujours de lui donner le meilleur. Un incendie est arrivé à leur famille. Heureusement, ils ont été secourus à temps. En se réveillant à côté de ses parents, les yeux de Shizu étaient devenus jaunes. En raison de ses yeux étranges, la petite fille était souvent taquinée par ses camarades de classe. Sa mère ayant été traumatisée par un incendie, toute la famille ne pouvait plus faire griller le coutelas ensemble. Un étrange oncle était venu chez eux, disant que s'il laissait Shizu partir avec eux, ses parents recevraient beaucoup d'argent. Alors Shizu a décidé de les accompagner. En revenant le week-end, elle a vu ses parents se disputer. Devenus soudainement riches, leur nature douce avait changé. Shizu se précipita pour intervenir, mais en vain. Elle pensait que tout était de sa faute, alors elle effaça leurs souvenirs de quelques années, simplement parce qu'elle voulait que ses parents soient à nouveau harmonieux. La conséquence fut qu'ils l'oublièrent aussi. La petite fille ne pouvait pas contrôler son pouvoir. Kotaru pensait qu'il y avait encore un moyen de guérir, car plus tôt il avait été capable de se souvenir de son nom. Shizu la remerciait d'être venue avec elle aujourd'hui. La petite fille avait été très heureuse. Ils revinrent dans la voiture du professeur principal. Elle était membre de l'organisation qui avait emmené Shizu. En fait, Shizu était très riche, mais la petite fille vivait modestement pour économiser de l'argent afin d'acheter une maison. Ce matin, la présidente de classe s'était disputée avec tout le monde parce qu'elle ne voulait pas toucher aux fleurs. Dans la boîte aux lettres Yakai créée par Shizu, il y avait un article sur une fille maudite nommée Haruka. Quiconque tenterait de l'enquêter ou de perturber son sommeil serait sûrement maudit. Dans une certaine forêt,
Il y avait un orphelinat. Depuis qu'une fille nommée Asahi Haruka est arrivée à l'orphelinat, de nombreuses choses étranges se sont produites continuellement, comme des fenêtres et des portes vitrées se brisant automatiquement, de petits animaux mourant mystérieusement, et peu de temps après, des enseignants et des enfants sont également décédés. Finalement, l'orphelinat a été contraint de fermer. Le président avait déjà entendu cette histoire quelque part. Kotaro continua sa lecture. La 7e école primaire de Kazimatsuri, que fréquentait l'auteur de la lettre, comptait un garçon transféré de cet orphelinat. Quelques jours seulement après avoir parlé d'Haruka, il est décédé de causes inconnues. Peut-être parce qu'il avait perturbé son sommeil, il fut maudit à mort. Son nom était Ryugu, de la 4e classe. S'il était en 4e année il y a 7 ans, cela signifie qu'il aurait le même âge qu'eux aujourd'hui. La 7e école primaire était également l'endroit où Yoshino étudiait, alors Kotaro pensait qu'il pourrait prouver la vérité plus facilement. Aujourd'hui, la présidente de classe et Shizu ne sont pas venues, probablement parce qu'elle était encore bouleversée à propos de l'autre jour. Avant d'enquêter sur le cas d'Haruka, Kotaro a pensé qu'il devrait d'abord résoudre le conflit avec le président de classe. Voyant Shizu manger sous un arbre, il s'approcha et lui posa des questions sur les gants de présidente de classe qu'elle portait toujours. Shizu pourrait révéler à Kataru le secret de Lucia, à condition qu'il soit son ami pour la vie. Kataru était assise seule, hébétée. Il appela Yoshino. Yoshino était occupé à porter une personne âgée sur son dos. Kotaro a posé des questions sur la classe de Yoshino lorsqu'il était à l'école primaire. C'était un souvenir que Yoshino ne voulait pas se remémorer, car il avait autrefois été ami avec le défunt Ryugu. Yoshino a refusé de fournir des informations, rappelant seulement à Kotaro de s'arrêter lorsqu'il sentait un danger et d'être prudent lorsqu'il voyait du verre brisé. Ensuite, Yoshino a donné à Kotaro un morceau de papier, lui demandant de le rendre immédiatement après l'avoir visionné. Voyant le président de classe photocopier des documents, Kotaro a rapidement apporté le papier au photocopieur pour en faire une copie. Puis il est parti. Ne sachant pas que le photocopieur avait imprimé une autre copie du papier, Lucia l'a poursuivi pour lui rendre le papier. Kotaro ne se souvenait pas d'avoir photocopié ça. Le journal lui rappelait de ne pas le réveiller. Puis le verre autour de lui s'est soudainement brisé. Voyant cette situation, Lucia devina que Kotaro faisait quelque chose. Kotaro a tout expliqué à Lucia. Mais il ne croyait toujours pas que les malédictions existaient dans ce monde. Il voulait aider la fille nommée Haruka à blanchir son nom. Kotaro tendit la main, voulant régler cette affaire avec Lucia. Lucia hésita un instant, puis lui serra la main. En chemin, elle n'arrêtait pas de réfléchir. Il a commencé à pleuvoir, et les lampadaires se sont brisés en morceaux. Une petite fille apparut, reprochant à Lucia de l'avoir réveillée. Même si elle partageait la même douleur, Lucia s'accroupissait craintivement sur le sol, de vieux traumatismes revenant. Kateru a appelé les contacts fournis par Yoshino, mais bizarrement, tout le monde refusait d'évoquer le passé. Et après cet appel, tous les verres se sont brisés simultanément. Lucia était retournée dans sa chambre, mais la petite fille Haruka s'accrochait toujours à elle, lui murmurant d'accepter qu'ils étaient tous les deux maudits. Aujourd'hui, Lucia n'est pas allée à l'école, ce qui est très différent de son image sérieuse habituelle de présidente de classe. Kotaro a appelé mais n'a obtenu aucune réponse. La journaliste est apparue, présentant un ensemble de documents sur lesquels elle enquêtait sur des choses mystérieuses, mais malheureusement, ce sujet a ensuite été interdit par le club. D'après les documents du journaliste, Kotaro est allé rencontrer quelqu'un. Il a fourni un enregistrement de la réunion de classe de 4e année à la 7e école primaire. À ce moment-là, le verre s'est brisé simultanément et, en chemin, les étudiants sont allés chercher des documents. Un immense panneau publicitaire tomba juste devant eux. Si quelqu'un avait été touché, il serait mort sur le coup. Lucia se tenait devant Kotaro depuis un certain temps, l'avertissant de ne pas la réveiller, puis s'est évanouie sous la pluie. Lucia a fait un cauchemar. Lorsqu'elle se réveilla, Kotaro était à ses côtés. Craignant qu'elle n'attrape froid, Kotaro avait changé ses vêtements et il garantissait qu'il était vertueux et qu'il ne faisait rien d'autre. Lucia s'est dirigée vers une plante en pot, en a cueilli une feuille et celle-ci s'est immédiatement transformée en cendre. C'était la malédiction d'Haruka. Chaque fois que Lucia touchait des plantes, elle se fanait. Kotaro pensait que c'était de sa faute s'il n'avait pas abandonné l'enquête qui avait ramené Haruka. Lucia faisait comme si de rien n'était, car elle avait toujours été ainsi.
Shizu avait dit un jour que lorsque Lucia était petite, rien qu'en touchant des plantes ou des animaux, il mourrait immédiatement. Elle a toujours déterminé que tout était de sa faute. Par conséquent, jusqu'à présent, elle n'osait toujours pas toucher les créatures vivantes. Par la suite, elle portait toujours des gants. Elle se considérait comme quelque chose de sale. Kotaro la rassura en lui disant que c'était sa réflexion excessive qui la faisait souffrir. Il voulut la toucher, mais fut immédiatement repoussé. Elle pensait que personne ne pouvait comprendre sa souffrance et celle d'Haruka. Il serait toujours seul, vivant seul. De façon inattendue, les choses se sont passées ainsi. Une partie de la main de Kotaro qui touchait Lucia était devenue noire. Après cela, Kotaro est allé à l'orphelinat. Il y avait effectivement des traces d'enfants qui y avaient séjourné autrefois. Debout devant la photo des enfants de l'orphelinat, il trouva Ryugo et Haruka. Haruka n'était autre que Lucia désormais. Lucia sortit, se demandant pourquoi il était au courant. Sur la liste donnée par Yoshino, l'adresse de Watakenji était notée. Mais il n'habitait pas à cette adresse. Il s'était éloigné, mais les vitres de la maison étaient toujours brisées. Les malédictions ne seraient jamais erronées, et les seules personnes qui avaient cette liste, à part Kotaro et Yoshino, étaient la présidente de classe Lucia. Lorsque Kotaro a sorti la photocopie, Lucia a dû voir les données encore laissées dans le photocopieur. C'était l'hypothèse de Kotaro. Bien qu'il n'ait pas compris comment briser du verre, Lucia a admis avoir simulé la note d'avertissement et brisé le verre pour l'empêcher d'enquêter. Lucia a raconté son histoire. Elle était normale à la naissance, mais elle était devenue étrange à un moment donné. Ses mains étaient maudites, brisant facilement le verre et tuant des créatures. Elle ne voulait pas que quiconque connaisse son passé ou sa toxicité. Cette terre avait encore des toxines laissées par ses mains. Elle a conseillé à Kotaro de partir rapidement pour se faire soigner. Mais Kotaro était déjà trop décomposé. Il s'est effondré. Lucia se souvient du moment où il l'avait accidentellement touchée et s'était mise à pleurer parce qu'elle avait laissé les choses devenir ainsi. Kotaro pensait que c'était lui qui devait s'excuser. Si à ce moment-là, il n'avait pas moins de pouvoir que sa toxine, peut-être qu'elle n'aurait plus à souffrir ainsi. Il a admis qu'il possédait également des super-pouvoirs, puis a rapidement réécrit son corps pour pouvoir résister à cette toxine. Après cela, les marques de décomposition sur son corps ont immédiatement disparu. Il a dit qu'il avait accepté le monde de Lucia parce qu'il était l'ami de Lucia. Il pensait que Lucia n'aurait plus besoin d'être seule parce qu'elle l'avait maintenant, lui, Shizu et d'autres dans le club. Les amis ne la laissaient pas seule. C'était vraiment un miracle, obligeant Lucia à enfouir sa tête dans la poitrine de Kotaro en sanglotant. Ses coéquipières étaient arrivées du groupe des professeurs titulaires. Son organisation avait rassemblé des personnes dotées de super-pouvoirs dans un but précis, car elle voulait protéger la Terre. Actuellement, il y avait un personnage important dans cette ville qui avait besoin de protection. L'organisation les a appelés la Clé. Actuellement, ils avaient une autre organisation opposée. C'était toute l'information qui pouvait être divulguée. Kotaro a promis de garder ce secret tant qu'il pourrait manger du bento préparé par Lucia elle-même. Pendant la pause déjeuner, Kotaro a parlé de son intention de sécher l'école et d'aller à Cesare pour manger de la nourriture italienne. Derrière lui se trouvait Lucia aux yeux meurtriers. Kotaro avait été kidnappé, ses mains et ses pieds étroitement liés au meuble malgré ses efforts. Lucia a dit qu'elle le relâcherait. Mais avant qu'elle n'accepte, il ne devait absolument pas ouvrir les yeux. Après cela, Lucia est apparue dans une tenue de femme de chambre. Kotaro pensait que quelque chose n'allait pas chez elle et voulait l'emmener à l'infirmerie. Avec colère, elle attrapa sa chemise. De toute évidence, il lui avait demandé de porter une tenue de femme de chambre et de lui préparer des bento. Kotaro plaisantait seulement sur le fait de porter une tenue de femme de chambre. Alors, Lucia était tellement embarrassée qu'elle se couvrit le visage. Kotaro l'a complimentée en le disant qu'elle était très mignonne, la faisant frapper à nouveau parce qu'elle était trop gênée pour être en colère. La boîte à bento que Lucia a préparée était très belle, ce qui a amené Kotaro à en faire l'éloge à profusion. Ayant été complimentée, Lucia sourit de bonheur. En fait, cette boîte à bento représentait la moitié du travail de Shizu. La petite fille avait aidé avec l'assaisonnement, car Lucia avait perdu le sens du goût depuis qu'elle possédait son pouvoir. C'est pourquoi elle a pu manger le dessert super épicé cette fois-là. Dans cette organisation, seul Shizu pouvait être ami avec Lucia, car la petite fille avait un médicament pour neutraliser la toxine de Lucia. Parce que les deux étaient des amis proches,
Lucia avait également parlé à Shizu des pouvoirs de Kotaru. Lucia a promis qu'elle ne dirait cela qu'à Shizu parce qu'elle espérait que Kataru aurait une vie paisible loin de l'organisation. Kataru la réconforta. Maintenant, elle n'était plus seule, mais l'avait avec lui et ses amis dans le club surnaturel. Utori voulait aussi toujours s'excuser et se réconcilier avec elle. Lucia était tellement émue qu'elle a inconsciemment appelé Kotaru par son nom, alors Kotaru a été frappé une fois de plus. Au bureau du club, Lucia s'était inclinée pour s'excuser auprès d'Utori. Utori voulait en fait s'excuser auprès de Lucia aujourd'hui aussi, donc depuis le matin jusqu'à maintenant, elle n'avait toujours rien mangé. Alors les deux se sont excusés l'un auprès de l'autre, et Utori a eu une part de gâteau. Utori commença à se demander pourquoi Lucia était toujours avec Kotaru. Parce qu'ils étaient amis, Lucia serra le bras de Kotaru. Voyant cela, Shizu serra également son autre bras. Bien sûr, la puissance de la petite sœur Loli ne pouvait pas égaler celle de Lucia en électricité et en eau. Kotaru la réconforta en disant qu'il aimait aussi la poitrine de Lucia. Puis, il se pencha près de son oreille, la remerciant d'avoir pensé à lui concernant le secret de l'organisation. Ainsi, aujourd'hui, ils étaient également pleins de vitalité dans la conduite des activités du club. Il fallait d'abord trouver l'épée sacrée dans la ville, mais la destination était une pâtisserie. Cette épée sacrée existait, mais elle pouvait facilement être retirée. De plus, une fois retirée, il se brisa sous le regard choqué et affligé de Yoshino. La deuxième mission était le rire mystérieux et inquiétant, mais elle a également été rapidement accomplie. Troisièmement, le fantôme du dortoir, qui s'est avéré n'être que Yoshino, venant à l'école à minuit pour pratiquer les arts martiaux, et la journaliste effectuant des patrouilles de nuit. La quatrième mission s'est également rapidement achevée de manière décevante. Le thème de l'exploration de ce week-end était les informations enregistrées sur leur site web, mais personne ne voulait y aller avec Kotaru. En fin de compte, le voyage s'est quand même poursuivi. Bien qu'il ait été le proposant, Kotaru est arrivé en retard. Voyant que Lucia était devenue plus sociable, il était très heureux. Utori a amené un chien pour se protéger. C'était 3 fois plus fort que Yoshino. Ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau. Kotaru avait étudié attentivement l'itinéraire. Même si le président en doutait encore, l'eau du ruisseau était limpide, donnant envie à Utori d'essayer une gorgée. Tout le monde lui a conseillé de ne pas boire de l'eau avec négligence. Mais Lucia, à côté d'elle, avait déjà beaucoup bu. Tout le monde a continué à marcher. Les insectes dans la forêt mettaient Akane mal à l'aise. En dehors de la ville, il n'y avait pas d'insectes, car la ville les avait tous exterminés. Butori croyait que toutes les vies et toutes les créatures n'étaient pas belles, et les humains n'aimaient que ce qui était beau. L'essence des choses vertes qui les entouraient était artificielle et contre nature. Lucia a soutenu que c'était l'œuvre des humains pour une vie meilleure. Cependant, cela a également causé de terribles dommages à l'environnement et à la terre. Voyant qu'ils étaient sur le point de se disputer, Shizu fit rapidement sortir 2 scarabées pour se réconcilier. Kotaru réalisa que l'odeur des arbres ici était trop étouffante et que les insectes avaient également disparu. Shizu a crié et a couru là où elle pensait qu'il y avait une bête démoniaque. Tout le monde la poursuivait. Cet endroit avait une forte odeur, le sol était collant, et au milieu de l'eau se trouvait une créature géante. Le groupe de Lucia a conseillé à Kotaru de ne pas continuer. C'était autrefois une forêt, et cette créature était un arbre en décomposition, imbibant toute la zone de toxines. La créature que Shizu poursuivait était également morte. Il s'est avéré que la cause des étranges créatures autour de la ville était due à des toxines provoquant des mutations, des toxines provenant des eaux usées domestiques. Après avoir enterré la petite créature, tout le monde a quitté la forêt. Une scène familière apparut sous les yeux de Kotaru. Il vit la petite fille au ruban rouge. Il l'a poursuivie jusqu'à un tronc d'arbre qui était l'arbre du cauchemar de Kotaru. Quand tout le monde a couru, la jeune fille avait disparu. Dans la soirée, Kotaru est venu au bureau pour enregistrer ce qui s'était passé. Akane pensait que son article était terrible. Il voulait écrire un article sur la pollution de l'environnement, alors que l'humanité s'adonnait encore au plaisir. Akane croyait que le jour où la Terre périrait ne serait pas loin. Kotaru enregistrait les choses qu'il avait vécues, car il pensait qu'il y avait encore beaucoup de gens qui pouvaient sauver la Terre. Akane a proposé une solution pour éliminer la source de pollution, qui consistait à tuer tous les humains et à en finir. Le lendemain matin, la journaliste a appelé pour lui dire qu'elle enquêterait sur la forêt,
et a également révélé qu'il y avait un espion dans le club surnaturel. Quelques jours plus tard, un ami est venu voir Kotaro, car Inao du club de presse n'était pas rentré chez lui depuis 3 jours. L'équipe de secours recherchait Inal. Conformément à la demande de l'école, à partir d'aujourd'hui, le club de recherche sur les phénomènes surnaturels devrait cesser toutes ses activités en raison de son lien avec la disparition. Finalement, Inal a parlé au téléphone avec Kotaro 5 jours après sa disparition dans la forêt. Shizu était triste de perdre une chère sœur qui avait l'habitude de dire du mal de Kotaro avec elle. Il s'est avéré que l'espion mentionné par Inao était Shizu. Selon le président, c'est parce qu'il s'agissait d'une période sensible que l'école n'a pas autorisé les activités du club. Tout le monde pensait que tous les autres clubs étaient également suspendus, mais seul leur club a dû arrêter ses activités. Inao avait déclaré dans toute l'école qu'elle affronterait Kotaro. Par coïncidence, Kotaro était également la dernière personne à qui elle a laissé un message. L'école a donc supposé qu'elle avait disparu à cause de la faute de Kotaro. Même si du début à la fin c'était la faute d'Inao, puisqu'elle n'était pas là, l'école n'avait que Kotaro à blâmer. Le président a estimé que l'école était à court d'options et a ordonné sa dissolution. S'il continuait à contre-cœur, peut-être que la prochaine fois, chaque membre du club serait pris pour cible. Se souvenant des bons souvenirs avec tout le monde, Kotaro ne pouvait pas le supporter. Kotaro voulait obstinément que tout le monde pense à leur amitié. Il serra les poings, exprimant son désir de passer des jours de jeunesse pleins de vitalité avec tout le monde. En voyant Kotaro si passionné, les filles furent influencées. Mais étant donné la situation actuelle, même le pouvoir d'Akane n'avait aucun effet. Kotaro pensait que tant qu'il trouverait Inal, tout serait résolu. Il y avait quelque chose qu'Akane n'avait pas dit, c'est que la recherche d'Inal était terminée. Même si aucun corps n'a été retrouvé, les gens ont quand même jugé qu'elle était morte. Kotaro voulait chercher par lui-même. Même les adultes ne pouvaient pas la trouver. Comment pourraient-ils? Juste des enfants. Même s'il n'y avait qu'une lueur d'espoir, Kotaro voulait essayer. Les filles ont donc également accepté de l'accompagner. Chacun a contribué un peu et ils sont partis ensemble. Selon le plan, ils ne chercheraient que jusqu'à 15 heures. Kataru a utilisé la carte pour juger du chemin d'Inu. Hier, Kataru avait rencontré le majordome Sayaka. Il lui a conseillé de ne pas trop s'en mêler s'il voulait vivre une vie normale. Shizu avait trouvé des empreintes de pas. En effet, en tant que membre de l'organisation secrète, elle était toujours vive. Après un moment, les empreintes ont disparu, comme si quelqu'un les avait délibérément effacées. Peut-être qu'Inao voulait faire quelque chose de secret et ne voulait pas que quiconque le sache. Les filles allèrent aux toilettes ensemble, laissant Kotaro seul. Assis sur un rocher, il se demandait quel matériau de cette forêt conviendrait au passe-temps conspirationniste d'Inao. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. 30 minutes s'étaient écoulées et les filles n'étaient toujours pas revenues. Il commençait à faire nuit. Kotaro a appelé, mais personne n'a répondu. Alors il est allé chercher avec inquiétude. Il a vu quelqu'un portant une cape noire, alors il s'est caché derrière un arbre. Il avait le sentiment que cette personne en cape noire était très dangereuse, alors il accéléra pour retrouver tout le monde. Une bête démoniaque lui barrait le chemin, semblable à celle du blond d'avant. Bientôt, il fut entouré de bêtes démoniaques. Il s'est enfui précipitamment, mais son amélioration précédente n'était toujours pas suffisante. Il a décidé de se réécrire un niveau supplémentaire. La bête démoniaque l'attrapait toujours facilement et le déchirait. Un flux de puissance circulait autour de son corps. Kateru lança un sort et les vainquit facilement. Il réalisa que des griffes avaient poussé sur ses mains et que la bête démoniaque se décomposa rapidement et disparut. Bien qu'il ne comprenne pas complètement, sans ses griffes, il serait mort depuis longtemps. Il n'eut pas le temps de se réjouir de bonheur, car Anao, Katori et tous les autres étaient toujours dans cette forêt. La voix de Lucia résonna. Shi et Shizu étaient entourés d'un groupe de bêtes démoniaques. Sans le secours de Kotaro, les deux dégainèrent rapidement leurs armes et combattirent magnifiquement ces bêtes démoniaques. Kotaro pensait qu'il rêvait. Ces deux-là savaient réellement comment utiliser les armes. Kotaro s'est effondré à cause de ses blessures. Shizu est venu utiliser son pouvoir pour le guérir. Ces bêtes démoniaques étaient les ennemis du groupe des gardiens, les bêtes démoniaques de Gaïa. Shizu devinait qu'ils avaient considéré cette forêt comme une base, ou qu'ils cherchaient la clé, la seule personne qui maîtrisait la question de la destruction de la Terre. Les blessures de Kotaro avaient été guéries. Shizu lui a conseillé d'aller chercher les autres. Il s'occuperait des bêtes démoniaques ici. Comparé à ce pourquoi elles avaient été entraînées, ces bêtes démoniaques n'étaient que des jouets pour enfants.
Kotaro s'est enfui, avec Lucia à l'arrière s'occupant de la bête démoniaque qui le poursuivait. Kotaro a couru dans la forêt, appelant bruyamment les noms des filles. Kutori pensait qu'il était un ours et s'en est presque occupé. Les filles étaient toujours en sécurité. Seul Kutori était couvert de blessures. Kutori leur a dit de courir vite. Alors qu'ils étaient encore hébétés, ne comprenant pas, une bête démoniaque super énorme est apparue dans le ciel, visant directement Kotori pour l'attaquer. Kotori l'aida rapidement à bloquer un coup. Le bras de Kotori était étroitement lié. Il a supplié tout le monde de se rassembler rapidement avec Lucia et Shizu et de s'enfuir de cette forêt. Kotori a promis de trouver des gens à revenir et à secourir. Le bras de Kotaro a été poignardé. La bête démoniaque a essayé d'aspirer quelque chose de son corps et l'a traîné sur plusieurs chemins. Ses griffes sauvèrent une fois de plus Kotaro. Lors des attaques suivantes, Kotaro ne put à nouveau lutter contre lui. Il avait l'impression d'avoir péri. La fille au ruban rouge apparut, coupa la bête démoniaque en deux, puis retourna à Kotaro. Elle avait nettoyé les choses qui l'attaquaient. Les souvenirs du rêve revinrent, cria Kotaro, demandant qui était la fille. Kotori apparut par derrière et le serra fort dans ses bras. Kotori a eu du mal à être libéré. Kotori a également grondé la jeune fille, lui disant de partir rapidement. Ensuite, les deux se sont soutenus hors de la forêt. Kotori l'a rassuré qu'il retrouverait Hanao et continuerait le travail du club surnaturel. Lucia et Shizu avaient vaincu tous les monstres, mais la situation ne semblait pas tout à fait correcte. Ils ont conseillé à Kotaro de ne pas s'approcher. L'ambiance était très tendue. Lucia voulait qu'Akane réponde à certaines de ses questions. Lorsqu'ils se sont revus, les bêtes démoniaques n'avaient pas été complètement éliminées, mais elles n'ont pas attaqué les sœurs Akane. Akane suggéra calmement que les bêtes démoniaques étaient pointilleuses quant à savoir qui elles attaquaient. Shizu a demandé plus loin « Pourquoi ces deux-là n'ont-ils pas eu peur lorsqu'ils ont vu les bêtes démoniaques ?» Akane a dit qu'elle s'était figée et n'a pas montré qu'elle avait peur. Shizu réalisa rapidement qu'Akane mentait. Grâce à l'analyse de la fréquence cardiaque, des muscles du visage, de la respiration, tout était tout à fait normal. Akane ne s'attendait pas à ce que les deux juniors avant elle soient des chasseurs surhumains des gardiens. Akane a dit à Kotaro de rester à l'écart du groupe de Shizu car ils étaient ennemis. Il s'est avéré que les sœurs Akane appartenaient à Gaïa. C'était comme s'ils étaient sur le point de se battre. C'était Akane qui avait attiré les bêtes démoniaques pour les attaquer. Lucia s'est précipitée pour attaquer Akane, mais Sayaka est apparu de quelque part et a bloqué le coup pour elle. Il appartenait également à cette organisation. Pour l'honneur d'Utori et Akane, il a affirmé qu'il n'était pas lié à cela. Tout cela était une coïncidence en raison d'un incident malheureux dans l'organisation. Cela dit, ils ont demandé à partir. Le corps de Kotaro avait atteint sa limite. Le lendemain matin, en cours, Lucia et Utore étaient tous deux absents. Même le professeur principal n'est pas venu en classe. Malgré leur tentative d'envoi de SMS, aucune des filles n'a répondu à Kotaro. Après l'école, Yoshino s'est rendu compte que Kotaro avait des ennuis, mais il a dit qu'il allait bien, alors Yoshino est parti. Sayaka avait conseillé à Kotaro que s'il voulait chérir sa vie quotidienne, il ne devrait pas trop s'en mêler. Kotaro avait oublié que la précieuse vie normale pouvait être détruite très facilement. Kotaro est allé chez Kotori pour l'inviter à l'école. Réponse. Son esprit était toujours tourné vers les événements d'avant. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident forestier. Il n'avait plus rencontré personne, et même tout contact avait été coupé. Le résultat était que jusqu'à présent, Inao n'avait toujours pas été retrouvé. La vie quotidienne heureuse s'est terminée ainsi. Aujourd'hui, un nouveau professeur était arrivé, et les 3 camarades de classe ont continué à prendre congé. Lucia et Shizu étaient membres de l'organisation secrète anonyme des gardiens, tandis que Eikane et Utori étaient membres de l'organisation adverse, Gaïa. Même ainsi, Kotori, qui n'était pas impliqué, a également disparu, ce qui était déroutant. Yoshino se demandait pourquoi toutes les filles qui jouaient avec Kotaro séchaient l'école. Si effectivement il avait des difficultés, Yoshino était sur le point d'en dire plus, mais s'arrêta. De retour chez lui, Kotaro s'allongea sur le lit. Il y avait une autre chose qu'il se demandait. Son pouvoir ne pourrait-il pas simplement être le pouvoir de réécrire et d'améliorer son corps? Il a testé les nouvelles griffes et a réussi. Cela a réveillé la fille au ruban rouge qui dormait sur le toit. Kotaro a essayé de tester sa force avec de vieilles chaussures. Ses griffes étaient très pointues.
Alors il quitta la pièce pour trouver d'autres choses à tester. À son retour, la fenêtre s'était ouverte d'une manière ou d'une autre. Il s'est avéré que la fille au ruban s'était faufilée dans la pièce. La jeune fille chancela vers Kotaro, l'informant qu'une urgence s'était produite, puis s'effondra dans ses bras. Kotaro réalisa que cette fille n'était pas un fantôme. Le lendemain, en classe, le nouveau professeur principal a annoncé la disparition d'Inao de la classe 2A. Elle avait quelque chose à dire aux étudiants. Depuis la semaine dernière, il était désormais protégé à l'hôpital voisin de la ville. Il n'annonçait cette information que maintenant, parce que les souvenirs d'Anao semblaient très vagues, les rendant incapables de confirmer son identité. Même s'il y avait encore certaines choses dont elle ne se souvenait pas, Kotaro se sentait chanceuse de ne pas être blessée. Ses parents étaient choqués, et leur famille avait donc quitté Kazimatsuri. Lucia apparut, ramassant la canette que Kotaro avait jetée et manquée. Cette fois, elle est venue lui dire au revoir. Puis elle l'a rassuré de ne pas s'inquiéter. Avant de partir, elle tourna la tête en arrière. Le temps passé au club était très amusant. La petite fille a beaucoup aimé, puis a sauté à terre et a disparu sans laisser de traces. De retour chez lui, Kotaro trouva la maison en désordre. En voyant un ruban rouge, il devina que c'était l'œuvre de la fille. De retour dans sa chambre, Kotaro ne vit la fille nulle part. En fait, elle se balançait sur une balançoire juste derrière lui. Chaque fois que Kotaro se retournait, la fille changeait de position. Il sentit une odeur étrange, et c'est ainsi qu'il a attrapé la fille. Elle s'est présentée comme étant Kagari. À part son nom, elle ne se souvenait de rien d'autre. Elle a affirmé qu'elle n'était pas un fantôme et qu'elle avait l'impression d'avoir une mission très importante. C'est pourquoi elle devait se retrouver et elle voulait l'aide de Kotaro. Le lendemain matin, Kotaro se réveilla. Kagari était allongée à côté de lui, le mordant un peu sournoisement. Kotaro voulait aller à l'école. Mais Kagari voulait qu'il reste à la maison pour l'aider à retrouver sa mémoire. Il alluma l'ordinateur, demandant à Kagari de sortir un instant. Kagari était bouleversé parce qu'il osait se cacher et faire des choses louches. Au bout de 5 minutes, il laissa la petite fille rentrer dans la pièce. L'ordinateur portable avait été allumé. Il a dit à Kagari de rester docilement à la maison et de jouer pendant qu'il allait à l'école. Mais la fille l'a suivi jusqu'à l'école et a même obtenu un uniforme scolaire quelque part. La petite fille était bouleversée car elle ne pouvait pas entrer dans la classe. Yoshino l'a arrêtée parce qu'elle n'était pas une élève de cette école. Selon Internet, Kagari savait que Kadaru était à l'école. Elle avait donc été transférée dans cette école. En entendant le nom de Kadaru, les gens murmuraient et bavardaient. Yoshino voulait emmener cette fille dans la salle des professeurs, mais elle avait utilisé le ruban pour lui lancer une attaque combo, le faisant voler au sol. Les amis qui ont vu cela ont applaudi car le patron de l'école, Yoshino, avait finalement été vaincu. Kotaro s'est précipité dehors, a pris la fille dans ses bras et s'est enfui. Dans la cour, il a demandé ce que faisait la jeune fille. La fille pensait que c'était parce qu'il l'avait intimidée et abandonnée. Peu importe à quel point il l'aimait, il devrait être franc avec ses sentiments. La petite fille pensait que Kotaro l'aimait bien parce qu'il l'avait intimidée. Toutes ces choses qu'elle avait apprises sur Internet. Voyant que la fille avait l'air de s'ennuyer, Kotaro suggéra de lui faire visiter l'école. Kagari pouvait librement changer de tenue, elle voulait donc qu'il loue son talent. Il y a d'abord eu une visite de la cantine scolaire. Kagari pouvait boire du café gratuit à la machine à café. Normalement, c'était une chose horrible que personne ne boirait, mais Kagari trouvait que c'était un régal délicieux. Ensuite, il fallait visiter le lac. Kagari était toujours en colère contre sa violence envers elle. Soudain, Kotaro aperçut une silhouette familière. Il s'est précipité vers Inao, demandant à Inao ce qui s'était passé dans la forêt et pourquoi elle était ici. Inao ne se souvenait plus de qui il était. Les deux étaient assis sur un banc. Kotaro lui a parlé de leur relation. Inao a sorti une carte mémoire. Il semblait qu'elle l'avait en entrant dans la forêt. Elle pensait qu'elle devrait le lui donner. C'était peut-être le but de sa venue ici. Après cela, elle lui a dit au revoir. Kotaro l'a rappelé à propos de la compétition entre eux deux. Il a accepté qu'Inao soit le gagnant. Inao était très heureux d'entendre cela. Kagari est venu dire qu'Inao avait perdu une partie de son cœur, mais sa conscience avait atteint son objectif. À la maison, Kadaru a inséré la carte mémoire dans l'ordinateur. Kagari était également revenu après avoir fait des ravages dans la maison. La petite fille soupçonnait qu'il avait fait quelque chose de mal pour avoir une maison aussi spacieuse. C'était la maison que ses parents avaient laissée derrière eux. Ils avaient des travaux de recherche très chargés et ne rentraient donc pas chez eux.
Il travaillait dans une société de protection de l'environnement nommée Japan Divine Association. Akane est revenue dans l'organisation. Les gens là-bas lui rappelaient qu'elle était la sainte jeune fille de la prochaine génération et qu'elle n'avait donc pas besoin d'aller à l'école. Ils espéraient qu'à partir de maintenant, elle reconnaîtrait clairement sa position avant d'agir. La réunion a commencé. Le contenu était que ces derniers temps, il n'avait pas vu de traces de la prochaine clé. Puis Akane retourna dans la pièce avec tout le monde. Même si elle venait de participer à la réunion, sa seule mission était de pousser le fauteuil roulant. Lorsque la Sainte Vierge était proche de la mort, le successeur devait être à ses côtés pour la servir. Elle suivait ce règlement. Cela signifiait que la Sainte Vierge actuelle ne vivrait plus longtemps. Eikan avait demandé à Sayaka de lui procurer l'ordinateur de jeu qu'elle considérait comme sa bouée de sauvetage. Il ne s'attendait pas à ce que la salle d'activité du club soit si étroitement liée à la Japan Divine Association. Kutori se souvenait des jours là-bas. Elle était très heureuse avant que tout le monde ne devienne ennemi. Tout a ensuite été résolu sans problème par Akane. Mais en mentionnant Kutori, elle hésita légèrement. Lucia et Shizu combattaient maintenant une bête démoniaque. Ils étaient déterminés à venger le Scrooge. Se souvenant du passé douloureux, Shizu lui fit ses adieux. L'oncle du magasin d'antiquités est apparu, les félicitant d'avoir réussi à résoudre le problème. Il avait coupé le contrôleur de la bête démoniaque une fois, mais il s'était échappé. Le professeur principal est également venu et a serré Shizu dans ses bras parce que la mission était terminée. En voyant l'oncle, elle lui fit signe. Elle a rapporté qu'elle s'était occupée de toutes les bêtes démoniaques, en appelant l'oncle professeur Asaka. Il ne comprenait toujours pas ce que l'ennemi avait l'intention de faire. Puisque cette ville était un lieu sacré pour les idéologues de Gaïa, elle rassemblait de nombreuses personnes qui utilisaient des bêtes démoniaques. Avant la fête des récoltes, des bêtes démoniaques apparaissaient continuellement, apparemment simplement à cause de la personne qui possédait la clé. Il a rappelé à tous que la prochaine bataille serait très tendue. Les deux esprits féeriques avaient été capturés par Sayaka pour le crime d'offenser Otori. Inal, qui avait connu un désastre dans la forêt, avait laissé beaucoup d'informations à Kotaro sur les bêtes démoniaques et le mystérieux homme masqué, car cela pourrait être un avertissement dangereux au sein de la mystérieuse organisation et la déclaration d'échec d'Inal selon laquelle l'existence du club surnaturel était réelle. Alors qu'il faisait des recherches à mi-chemin, Kagari est venu concourir pour l'ordinateur. La petite fille souhaitait continuer à lire des mangas en ligne. Dans un moment d'insouciance, la petite fille remarqua un endroit mystérieux qui la rendit curieuse. Kotori a envoyé un texto à Kotori, lui disant qu'elle avait un rhume et que ces jours-ci, elle ne pouvait pas répondre au message. Kotori était très heureuse qu'elle aille toujours bien. Tout cela n'était qu'un mensonge de sa part. Elle était assise dans une zone pleine de bêtes démoniaques. Elle se rappela d'agir rapidement. Shizu a demandé la permission de surveiller Kotaro et Kotori. Puisque tous deux avaient vu des bêtes démoniaques, ils étaient susceptibles d'être ciblés par Gaïa. L'organisation a rapporté qu'il n'y avait aucune nouvelle de Kotori. Voyant cela, Shizu a demandé la permission de surveiller au moins Kotaro. Parce que son identité avait été dévoilée, son supérieur ne lui permettrait pas de faire cela, mais il pensait que si elle changeait son identité pour devenir un agent infiltré, ce serait une bonne idée. Cette nuit-là, après avoir finalement contacté Kotori après un long moment, Kotaro profita d'un bain relaxant. Kigari entra soudainement, disant qu'elle avait quelque chose à lui dire. Kotaro l'a réprimandée pour n'avoir aucune honte. La petite fille, au visage innocent, ne voyait son tort que d'entrer dans la salle de bain sans se déshabiller. Elle a enlevé tous ses vêtements. Puis, elle se tenait sérieusement devant lui, lui disant qu'elle avait besoin de parler. Les deux esprits féeriques ont été chargés par Sayaka de retrouver Kotaro. Ils pensaient qu'il leur paraissait familier. À la fontaine de la ville, Kigari invitait Kotaro à l'aider à se retrouver. Elle pensait que Kotaro devrait l'emmener visiter la ville moderne et branchée. La petite fille pensait que seul le café de la cantine scolaire était si délicieux. Mais il s'est avéré qu'il existait des boissons encore plus merveilleuses dans le monde. Les esprits féeriques trouvèrent Kotaro, tandis qu'en même temps, les gardiens le surveillaient également. La prochaine destination vers laquelle ils se sont dirigés était le magasin d'antiquités de l'oncle, qui était fermé aujourd'hui. Kagari pensait qu'ils étaient des idoles suivies par des fans obsessionnels, mais il s'est avéré qu'ils étaient pourchassés. Kagaru remarqua qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui le suivaient. Il pensait que c'était dû à l'incident forestier précédent. Il prit la main de Kagari, voulant s'enfuir. Kagari ne comprenait toujours pas,
pensant qu'elle était une idole célèbre qui avait besoin d'interagir avec ses fans. Il semblait que Kotaro devrait interdire aux enfants d'utiliser Internet. Il courut dans une ruelle où se trouvaient les subalternes de Yoshino. Ils ont commencé à lui demander son nom. Kotaro frappa l'un d'eux, le réprimandant de savoir seulement comment demander l'adresse des gens. Ce type se souvenait vaguement de Kotaro. Yoshino s'est avancé derrière ses subordonnés, affirmant qu'il était un loup solitaire qui n'avait pas besoin d'être couronné roi. En voyant Kotaro, il fut très surpris. Yoshino ne pensait pas que Kotaro pourrait se lier d'amitié avec une nouvelle sœur aussi rapidement. Kotaro essaya d'expliquer que les choses n'étaient pas comme ça, disant brièvement qu'ils étaient suivis. Yoshino lui a montré un chemin pour s'échapper de ce labyrinthe d'ordures que les étrangers ne connaîtraient pas. Yoshino croyait que celui qui mettrait fin à la vie de Kotaro ne serait autre que lui-même. Hier, Kotori l'avait également contacté pour lui dire qu'elle était malade. Les gardiens et Gaïa s'étaient affrontés dans la ruelle. L'homme aux cheveux orange fut frappé par le chien de Yatori, volant droit dans le mur. Puis, il fut rapidement encerclé et sévèrement battu par les frères de Yoshino. Kotaro s'est rapidement enfui, remerciant silencieusement Yoshino d'avoir aidé à résoudre la situation. Soudain, Kagari s'effondra sur lui. Il s'est avéré qu'elle avait juste envie de café. Son action a fait comprendre aux gens que Kotaro faisait quelque chose de pervers avec l'enfant. En achetant du café, il a accidentellement croisé Lucia. Il s'est dit préoccupé car tout le monde avait disparu ces jours-ci. Lucia pensait que tout était de sa faute. Kagari derrière lui le serra fort dans ses bras, disant des choses qui pourraient provoquer des malentendus, obligeant Lucia à le regarder avec des yeux dégoûtés. Lucia l'a prévenu une dernière fois. Lui et Katori étaient des sujets qui avaient besoin d'être surveillés. Mais tôt ou tard, tout redeviendrait normal. Elle voulait qu'il les oublie et vive une vie normale. Lucia retourna auprès du professeur principal. Dans le passé, elle était l'élève du professeur Isaka, une personne redoutable appartenant à l'équipe de guerriers la plus puissante. En les voyant participer à cette bataille, Lucia se sentait très fiable, ce qui signifiait aussi que la situation était très tendue. Après une longue journée, tout ce que Kugari pouvait percevoir, c'était que le café était la chose la plus merveilleuse au monde. Le type blond apparut de quelque part, se demandant pourquoi Kotaro pouvait tuer son chien, soupçonnant qu'il était un gardien. Il venait de Gaïa, Kagari s'était levé pour le protéger. Tandis que Kotaro se précipitait en avant, lui donnant un coup qui le faisait rouler au sol, il appelait des monstres à l'attaque. Kagari utilisa rapidement le ruban pour le faire disparaître dans le néant. Le blond la remarqua maintenant, sentant une odeur familière émanant d'elle. Il se prépara à frapper, mais à ce moment-là, le chien d'Utori accourut et lui a donné un coup de tête, permettant à Kotaro d'attraper Kagari et de s'enfuir. De retour chez lui, Kotaro soupira finalement de soulagement. Son pouvoir de réécriture était épuisé, mais au moins cette fois, il était indemne. Kagari était toujours émerveillée par son pouvoir, fantasmant qu'elle était née pour sauver le monde. La maison de Katoru a encore été détruite aujourd'hui. Kagari paniqua en désignant le réfrigérateur. L'ouvrir révéla les esprits féeriques blottis à l'intérieur. Kagari était très heureuse que le paquet de café qu'elle avait commandé en ligne soit toujours intact. Les sprites ont demandé de l'aide à Kotaro, ce qui les a confinés dans une boîte encore plus étroite que la cage précédente. Ils ont été envoyés pour le surveiller. Kotori a appelé, disant à Kotaro de venir rapidement dans la forêt avec Kugari. Elle les avait observés à travers les yeux du chien. Elle expliqua brièvement la situation. Kotaro était ciblé par les deux organisations. S'il découvrait sa véritable identité, il serait définitivement entraîné dans cette affaire. En arrivant dans la forêt, elle a garanti de tout révéler. En arrivant dans la forêt, Katori ouvrit une porte, entraînant le groupe de Kotaro à l'intérieur. Cet endroit était une terre magique. Katori se précipita vers elle, s'excusant d'avoir été précipitée. Parce que si elle ne fermait pas la barrière immédiatement, l'ennemi les retrouverait. C'était la base secrète de Kotori. Kagari avait l'impression de connaître cet endroit. C'est parce qu'elle est née ici. Au départ, elle n'était qu'un fantôme. Maintenant, elle était devenue humaine. Katori avait tout vu, mais elle ne pouvait tout simplement pas le dire à Katoru. Kagari attrapa avec enthousiasme la main de Katori parce qu'elle pouvait enfin retrouver sa mémoire. Les bêtes démoniaques ici ont toutes été créées par Katori, même le chien. Elle avait également pour objectif de protéger la clé. Mais elle n'était ni Gaïa, ni gardienne, mais druide. Il y a une dizaine d'années, lors d'un accident, Katori trouva une branche de gui
transportant des souvenirs scellés, et devint un druide. Depuis, d'innombrables souhaits se sont réalisés. En échange, elle devait protéger la clé, qui était Kagari. Elle le conduisit à l'arbre, où il rencontra Kagari. Lors de l'exploration du club, il a vu Kagari parce qu'elle avait négligemment soulevé la barrière. Sous l'arbre se trouvait l'énergie de la Terre, où la clé était née sous forme humaine. Le marais arc-en-ciel était également dû au point de collecte d'énergie et non à la pollution de l'environnement. Grâce à cela, Katori pouvait contrôler de nombreuses bêtes démoniaques sans réduire sa durée de vie. Parce que les mages contrôlent les bêtes démoniaques avec leur durée de vie, le sort de la Terre dépendrait désormais de la décision du Ki. Kotori voulait s'excuser de l'avoir entraîné là-dedans. Kotaru secoua le front parce qu'ils étaient des amis proches. Dans le passé, il lui avait avoué, mais avait été rejeté. Elle le gronda pour sa stupidité, alors que ses larmes étaient déjà tombées sans le savoir. Kigari leva les yeux vers la galaxie. La petite fille entendit une chanson. C'était une chanson de Gaïa. Récemment, on l'avait tellement chantée que cela donnait mal à la tête à Akane. Utori détestait aussi cette chanson. À partir de ce moment-là, les choses allaient devenir tendues. Chacun avait son propre schéma. Sayaka avait trouvé l'emplacement de Katori et brisé la barrière. Kotaru s'était mentalement préparé à le combattre. Il a juste fait semblant d'être poli et a proposé d'être le serviteur de Kugari. Les deux esprits féeriques ont été pendus à un arbre pour trahison, et Sayaka a commenté que la barrière de Kotori pouvait être facilement brisée. Il a été envoyé ici par Akane avec pour mission de surveiller Kotaru et toutes les activités autour de lui. Il était inquiet de laisser Utori derrière lui. Utori le rassura en lui disant qu'elle pouvait soulever doucement une chaise entière. Pour le bénéfice d'Utori, il ne pouvait pas surveiller Kotaru trop ouvertement et ne pouvait jouer qu'un rôle de soutien. Kotaru voulait qu'il l'entraîne. Il a accepté cette demande. Mais il a d'abord dû attendre qu'il ait fini le ménage. Alors il cuisinait, faisait la vaisselle, nettoyait la maison et étendait le linge impeccablement. Sa méthode d'entraînement consistait simplement à laisser Kotaru se faire tabasser. Kotori était assis, tranquille. Kagari l'a appelé en se demandant ce que faisait Kotaru. Kotori a dit qu'il s'entraînait pour Kagari. Alors Kagari est montée seule avec le chien pour une promenade. Elle se promena en explorant tous les coins et recoins, puis vint regarder Kotaru s'entraîner. Après avoir été réduite en bouillie, Kotaru a été invité par Kagari à prendre du thé préparé par ses propres mains. Même si c'était terrible, Sayaka ne pouvait pas le boire. Il a donc proposé d'inviter Kagari à prendre un café préparé de ses propres mains. Contrairement à son fantasme, elle a critiqué son café comme étant terrible, lui brisant le cœur. Puis, la formation s'est poursuivie. La nuit, toute la forêt s'illuminait de lumières scintillantes. Le groupe de Sayaka s'est juste reposé pendant un moment, puis est retourné s'entraîner. Le lendemain matin, Sayaka prépara encore du nouveau café, recevant toujours de sévères critiques de la part de Kagari. Katori a annoncé qu'ils étaient à court de provisions de nourriture, car au départ, elle pensait que seuls elle et Kagari seraient là. Ils ont dû sortir pour acheter davantage de nourriture. Kagari s'est porté volontaire pour y aller, parce que c'était très ennuyeux ici et que le café de Sayaka était horrible, lui brisant le cœur une fois de plus. Katori ne voulait pas laisser Kagari sortir. Sayaka s'est porté volontaire pour être son garde du corps. Comme c'était aujourd'hui le début de la fête des récoltes, les deux organisations n'ont pas pu tout surveiller de près. La fête était très animée, même s'il y avait encore des ennemis dans la rue. Les courses terminées, Sayaka suggéra de les emmener rencontrer une personne mystérieuse. Kotaru entra dans la pièce. Tout était nostalgique, comme la première fois qu'il avait rencontré Akane. Sauf que cette fois, elle n'occupait plus le poste de présidente du Supernatural Club, mais était la sainte de la prochaine génération de la Martel Corporation. À l'extérieur, la société était une agence de protection de l'environnement. Mais en réalité, il s'agissait d'une organisation menant des guerres sanglantes visant la clé. L'origine du pouvoir mystérieux du président était Gaïa. Akane se demandait pourquoi l'incarnation de cette planète prendrait la forme humaine ordinaire comme Kagari. Kagari ne savait rien. La petite fille essayait juste de se retrouver. Akane ravala sa frustration et les larmes coulèrent. Kugari plaça une canette de café dans sa main. Louant le fait que les humains avaient créé des choses très merveilleuses, voyant que des choses simples plaisaient également, Akane éclata de rire. Akane a sorti le questionnaire de sa première rencontre avec Kotaru. Elle ferait tout ce qu'elle pouvait, car le temps qu'elle passait avec tout le monde était merveilleux.
Elle a dit au revoir, ce serait la dernière fois qu'ils se rencontreraient. Kotaro lui rappela qu'elle avait oublié quelque chose d'important, qui était de le laisser toucher sa poitrine. Akane le regardait avec des yeux méprisants. La situation était tellement tendue qu'il ne pouvait penser qu'à des choses perverses. Voyant Kagari poser des questions au hasard, Kotaro a attiré la petite fille dehors puis a verrouillé la porte. Alors qu'il ne restait plus que 2 d'entre eux, il pressa Akane contre le mur. Lorsqu'elle céda, lui permettant de faire ce qu'il voulait, Kotaro s'arrêta. Il promit que la dernière fois qu'il toucherait la poitrine d'Akane, ce serait lors de leur prochaine rencontre dans la salle du club. Du côté des gardiens, ils avaient ciblé les emplacements prévus où la clé pourrait apparaître. Ils s'étaient concentrés sur toute la forêt parce qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être perçues depuis les airs. Et selon les enquêtes, Kotori apparaissait continuellement dans une zone. Shizu a demandé la permission de surveiller cette zone. Connaissant Kotori, le groupe de Shizu a été affecté à la logistique. Shizu voulait toujours rencontrer ses amis. Lucia lui a conseillé d'oublier tout le monde et de se concentrer sur la recherche de la clé. Les esprits féeriques sont retournés dans la forêt pour s'approvisionner et ont été découverts par le type blond. La nuit, le saint actuel contemplait le paysage de la ville et continuait à se promener. Lors de sa première capture, Akane n'était qu'une coquille sans âme. Elle pensait que c'était un accomplissement, ayant élevé Akane pour qu'elle devienne une jeune femme. Bien qu'il devienne bientôt le prochain saint, Akane ne souhaitait pas que la destruction se produise. De ce côté, Shizu avait récupéré du matériel de base et se préparait à rencontrer le groupe de Katori. Lucia a arrêté la petite fille, mais elle s'est obstinée à monter sur son vélo et est partie. Lucia dégaina son épée, la pointant directement sur son visage, disant qu'elle s'occuperait de cette affaire à la place de Shizu. Elle a garanti qu'elle reviendrait saine et sauve. La nuit, Kotaro a continué à s'entraîner. En effet, il s'était amélioré, mais comme il était trop dépendant de son pouvoir, il ne pouvait toujours pas vaincre Sayaka. Son pouvoir lui a permis de réécrire ses propres limites, une capacité véritablement puissante, mais avec un prix à payer. S'il était maltraité, Kotaro ne serait plus humain. Il y aurait des moments où il devrait utiliser la réécriture, mais Sayaka lui conseilla de l'utiliser au niveau le plus bas. À la fin de la séance, Kotaro a continué à pratiquer seul. Kagari se demandait pourquoi il essayait si fort. Kotaro ne le savait pas non plus, probablement pour protéger Kagari. Elle se demandait s'il l'aimait. En effet, Kotaro essayait pour Kagari, mais il le faisait aussi pour ses amis du club. La petite fille lui mordit la main, soudain Kagari devint étrange, puis revint rapidement à la normale. Lucia entra dans la forêt, où elle vit le blond et ses compagnons discuter de la position de la clé et du groupe de Kateru. Elle voulait les suivre pour retrouver les autres. La priorité de l'organisation a toujours été de trouver le Ki. Mais un fragment de souvenir la traversa. Kotaro l'avait un jour appelé son ami, lui disant qu'il ne la laisserait pas se sentir seule. Elle s'est réveillée. Bien que stupide, elle a quand même choisi de donner la priorité à la protection de ses amis. Pendant ce temps, Okane voulait envoyer Utori à Kotaro. Elle voulait que sa sœur quitte l'organisation parce que sa petite sœur avait toujours douté de Gaïa. Parce que c'était la guerre, Okane voulait que sa sœur soit avec de bonnes personnes comme Kotaro, au lieu d'être témoin des crimes qu'elle était sur le point de commettre. Lucia a sorti son épée pour se battre avec les hommes en robe rouge. Il était le contrôleur des monstres de feu, des monstres de lave. Akane a donné une lettre à Yutori, voulant qu'elle la donne à Kotaro. Lucia se battait avec le blond. N'ayant plus le choix, elle utilisa son super pouvoir pour détruire la forêt et le vaincre. À la limite, il lança une lance qui transperça son corps. Tous les saints étaient autrefois des humains et menaient une vie très heureuse, mais des désaccords survenaient continuellement. Ils se sont entretués, mourant et se réincarnant continuellement, éprouvant un chagrin sans fin. Durant tant d'années, leurs petits souhaits s'étaient transformés en désespoir et en ressentiment envers les humains. Ce qu'on appelle l'humain ou la vie, en fin de compte, était-il vraiment étroitement lié au futur ou non? Okane s'est réveillée. Sa sœur la regardait. Elle ne comprenait pas ce que signifiait le rêve à l'instant. Yutori était arrivée dans la forêt. D'après le rapport de Sayaka, la base de Katori se trouvait ici. Elle vit que Lucia avait été grièvement blessée, allongée sur un sol stérile. Elle courut précipitamment pour soutenir Lucia, voulant l'emmener immédiatement à l'hôpital. Heureusement, Kotaro et Kotori sont sortis parce que la barrière avait des problèmes. Même si elle en avait entendu parler, Utori ne s'attendait toujours pas à une base comme celle-ci au milieu de la forêt.
Kotori exécutait un sort pour activer la vie du président de classe, ainsi que le sort pour donner sa propre vie à des bêtes démoniaques. Katori a avoué son identité de druide à son ami. Sayaka est sorti pour explorer la situation. Il a effectivement constaté que toute la zone autour d'ici était fortement contaminée. Grâce au sort de guérison de Katori et au ruban rouge de Kagari, Lucia retrouva peu à peu sa vitalité. Elle avait encore besoin de repos car elle avait perdu une grande quantité de sang. Kotaro serra Kagari dans ses bras, remerciant la petite fille de l'avoir aidé à sauver Lucia. Kagari a utilisé le ruban pour le gifler plusieurs fois. Elle était bouleversée parce qu'il se comportait comme s'il était proche d'elle. Lucia se réveilla progressivement. Elle ne s'attendait pas à ce que la clé existe, même si elle pouvait la voir. En effet, il ne faut pas croire les rumeurs. Elle a remercié tout le monde de l'avoir sauvée. Maintenant, elle pouvait parler normalement. Kagari se demandait qui était Lucia. Lucia voulait avouer qu'elle était l'ennemie de Kagari. Une gardienne intervint rapidement Kotori, disant qu'ils étaient amis, des gens du club surnaturel. En voyant cela, Lucia pleura des larmes de bonheur. Sayaka est revenu pour rapporter les résultats de son enquête. Désormais, il devait être plus prudent, et l'entraînement de Kotaro allait devenir de plus en plus difficile. Tout le monde semblait revenir aux temps heureux d'autrefois. Seule Akane resta seule. Elle était très heureuse pour sa sœur qui a pu revoir tout le monde. Les souvenirs de la sainte de la génération précédente lui étaient progressivement transférés. Alors que cette sainte se perdait, un appel téléphonique arriva, annonçant que la sainte Akane de la génération précédente était tombée malade. Du côté de Shizu, le professeur principal était venu s'enquérir de la situation de Lucia. La petite fille a menti en disant qu'elle ne savait pas. Kotori accumulait plus de puissance de combat pour la bataille à venir. Elle a commencé le processus de création de bêtes démoniaques. Du côté d'Akane, la sainte dame était dans un état critique. Avec des yeux sans âme, elle sortit de la chambre du malade. Le blond était là depuis longtemps, se moquant de la façon dont ses amis la laissaient seule. J'ai tout étudié très attentivement, parce qu'il pensait qu'il était différent de l'espèce humaine venant d'un pays sans sentiment de crise. Akane a demandé quel était son but en venant ici. Il ne comprenait pas ce qu'Akane avait l'intention de faire avec la clé. Mais il l'a prévenu que si elle touchait sa proie, même si elle était Gaïa, il la traquerait quand même. Cela dit, il cracha une gorgée de sang. Akane savait qu'il avait été empoisonné, alors elle lui a suggéré de se joindre à elle. Elle lui donnerait un tout nouveau pouvoir. Elle le conduisit devant la force de combat la plus puissante de Gaïa, un dragon terrestre. Sous condition, elle le lui donnerait. Mais cela consumerait continuellement sa vie. La condition d'Akane était simplement de ne pas tuer la clé, de se sacrifier pour la protéger. À part la clé, il pouvait faire autre chose. Il rit d'un air maniaque. Ce matin, tout s'est passé comme d'habitude. Katori s'est dit préoccupé par le fait que les terres de cette zone avaient été complètement contaminées, ce qui rendait difficile la création de bêtes démoniaques. Lucia a admis que c'était de sa faute. Voyant Lucia s'inquiéter, Kagari partagea avec elle son café préféré. Lucia a refusé, lui faisant perdre l'équilibre et tomber, du café éclaboussant partout. Kagari pensait que c'était un tel gâchis, alors elle se lécha le visage. Puis ils s'en allèrent dans la forêt. Utore portait Lucia comme une princesse. Les filles se détendirent, se baignant dans le ruisseau. Lucia n'enlevait toujours pas ses gants, même en se baignant. Elle a avoué son véritable pouvoir. Utori lui a présenté ses excuses pour la négligence du passé. Pour Lucia, sauver le monde à tout prix était l'œuvre d'un gardien. Mais elle était ici avec un membre de Gaïa, une organisation qui tente d'éradiquer l'humanité. Tout cela pour la soi-disant amitié. Kagari ne comprenait pas. Si les deux organisations avaient le même objectif, sauver le monde, pourquoi y a-t-il eu la guerre ? L'histoire n'a pas été entièrement racontée lorsque Kotaro est arrivé au lac de baignade et s'est déshabillé. Les filles l'ont traité de pervers et Kugari a utilisé le ruban pour le lier étroitement, puis l'a jeté dans la forêt. Juste après le bain, tout le monde s'est assis pour boire du café. L'histoire a continué. Le but de Gaïa était de protéger le monde en détruisant les humains, tandis que le but du gardien était de protéger le monde humain qui avait été construit. Les deux organisations étaient donc ennemies. Les druides comme Katori existaient pour protéger le Ki jusqu'à ce qu'il rende son jugement, quel que soit le jugement qu'il portait. Kotaro pensait que chaque côté était extrême, tandis que Kagari savourait toujours délicieusement son café. Kotaro a demandé plus loin,
Que feraient les deux organisations avec le Ki? Gaïa garderait la clé en sécurité jusqu'à ce qu'il sache ce qui arriverait avec le salut qu'elle apporterait. Alors que les gardiens élimineraient la clé s'il n'y avait aucune garantie qu'elle apporterait des bénéfices à l'humanité. Kugari était fière parce qu'elle était un personnage important. Lucy rit. Elle n'avait plus l'intention de faire du mal à Kagari car elle ne pouvait pas tuer la personne qui l'avait sauvée. Kagari ne comprenait pas pourquoi les humains ne pouvaient pas résoudre les conflits par la conversation. Les guerres d'autrefois n'avaient aucun sens. La nuit, les filles mangeaient jusqu'à ce que leur estomac soit plein. Kotaro s'est réveillé à cause des mots qu'Akane avait prononcés auparavant. Il alla voir Kagari et lui demanda si les humains étaient si inutiles sur Terre. Elle trouvait les humains très stupides, mais aussi très mignons. Elle voulait profiter des beaux souvenirs. Mais ensuite, elle s'est à nouveau évanouie. Le dernier jour de la fête des vendanges, le blond s'était préparé à jouer avec son équipe. Akane perdait progressivement le contrôle d'elle-même. Du côté des gardiens, ils étaient également épuisés par les patrouilles du festival. Ils ont dû organiser une réunion d'urgence car ils avaient perdu le contact avec les équipes de patrouilles forestières. Ils ont deviné que la clé était apparue, alors ils se sont préparés à envoyer une équipe de guerriers super puissants. Shizu reconnut rapidement cet endroit. C'est là que le groupe de Kotaro vivait des moments paisibles avant la tempête. À Gaïa, le chant de la destruction avait été élevé et Kagari chantait inconsciemment. La blonde Gaïa détruisait la forêt. Voyant la mauvaise humeur de Kotaro, Sayaka a mis fin à la séance d'entraînement plus tôt. Il patrouillerait dans la forêt. Kotaro a pensé à aller à la fête des récoltes pour changer d'humeur. Les deux filles ont refusé de le laisser partir. Kotaro a peint la vision d'un jour où ils seraient à nouveau paisibles et où ils assisteraient au festival ensemble en tant qu'amis proches. Aujourd'hui, Kagari avait l'air plus calme que d'habitude, regardant constamment le ciel. Un son perçant retentit. La barrière avait été brisée de l'extérieur. Kagari lui saisit la tête et cria. Quand Kotori courut vers la barrière, le blond se tenait déjà là. Il a commencé à utiliser la magie du feu, affirmant qu'il avait percé le ventre de Lucia pour la transformer en kebab. Kotori se préparait à attaquer, mais l'autre gars avait une longueur d'avance, invoquant une bête démoniaque super énorme. Les bêtes démoniaques de Katori sont également entrées dans la bataille, mais elles ne faisaient qu'effleurer la surface. Luxu a été soutenu. Le blond n'arrivait pas à croire qu'elle était encore en vie. À ce stade, Katori ne pouvait que faire reculer tout le monde. Il lui restait encore un coup, en utilisant le tir démocratique. Les parents de Katori semblaient se battre contre le blond, permettant à Katori d'aider ses amis à s'échapper. Lorsque Katoru a posé des questions, Katori a répondu avec colère qu'ils n'étaient que des bêtes démoniaques, même si elle ne comprenait pas la situation complexe. Il leur fallait désormais courir vite. À ce moment, Kotori se souvint de ses parents décédés. Elle retourna dans la mer de feu, criant et les appelant. Sayaka était revenue pour les sauver, mais avait été bloquée par deux subalternes blonds. Il voulait admirer le pouvoir du Gaïa le plus fort pour voir s'il était aussi fort que la rumeur le disait. Le blond de ce côté en avait fini avec les parents de Katori. Les deux hommes se sont serrés la main avec la photo de famille et ont sombré dans la mer de feu. De ce côté-là, les gardiens se sont également mis en mission. Avant cela, le professeur principal voulait demander quelque chose à Shizu. Elle voulait confirmer que Lucia et Shizu ne feraient rien de stupide. Shizu hocha tristement la tête, alors le professeur dit au revoir à Shizu, voulant que la petite fille reste à la maison et soit sage. Parce qu'elle était l'atout dans ce moment crucial, lui rappelant de ne pas oublier son identité de gardienne, chacun s'est laissé sortir de la forêt. Katori a raconté l'histoire d'il y a 10 ans. La première bête démoniaque qu'elle a créée de ses propres mains lorsqu'elle est devenue druide était ses propres parents. Ils pouvaient bouger et parler, mais ce n'était que des réponses neuronales datant de leur vivant. Ce n'étaient que des accessoires utilisés jusqu'à la toute fin d'une manière très pratique. En voyant Katori devenir folle comme ça, tout le monde était très inquiet. Katoru s'est excusé, car malgré avoir été à ses côtés pendant si longtemps, il n'avait rien remarqué d'inhabituel et ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé il y a 10 ans. Katori sentait qu'il n'avait pas besoin de s'excuser auprès d'elle. Le feu du blond approchait. Heureusement, tout le monde était en sécurité. Kotaro poussa Kugari à ses côtés, disant à tout le monde de courir devant en premier, le laissant rester derrière pour s'occuper du gars, promettant de rencontrer tout le monde plus tard. Le blond louait son noble sacrifice, tellement touché qu'il en avait envie de vomir. Kotaro l'a averti de ne pas toucher Kagari. Mais
Kagari n'était pas la cible, celui qu'il voulait tuer n'était que Kotaru. Il voulait détruire tout le monde. Les deux hommes se précipitèrent au combat. La différence de puissance était si grande que Kotaru était continuellement battu. Les deux esprits féeriques se demandaient comment ils pouvaient survivre tout en contrôlant deux grandes bêtes démoniaques à la fois. Bien qu'il soit constamment battu, Kotaru a quand même réussi à se relever, parce que ce n'était rien comparé à l'entraînement diabolique de Sayaka. Il a utilisé ses griffes pour entailler la poitrine du blond. Le blond l'a insulté comme un gamin. Des renforts des gardiens étaient arrivés. C'étaient les oncles du pub que Kotaru avait visité l'autre jour. En voyant la clé Kagari, ils identifièrent rapidement la cible. Kadaru se tenait devant la petite fille pour la protéger. Le type blond monta une bête démoniaque, disant qu'il les retiendrait pour que Kadaru puisse emmener Kagari. Kadaru était très perplexe, tandis que l'autre gars se contentait de grogner en disant qu'il n'aurait pas dû promettre à Akane. Puis il se précipita pour combattre les gardiens, tandis que Kotaru en profitait pour s'échapper. Les deux camps se sont affrontés. Le blond avait atteint ses limites. Il a évoqué son passé avec ses frères et une petite amie qui plaisantait souvent avec lui. Puis cette petite amie a été abattue par l'armée et il n'a rien pu faire. Il voulait assister au moment de la destruction de ce maudit monde. Des rapports indiquant que la clé s'était échappée avaient été envoyés aux gardiens. Tout en conduisant Kagari à s'échapper, Kotaru n'arrêtait pas de penser aux paroles du blond. Si Kagari vivait, elle détruirait le monde. Il a demandé à Kagari ce qu'était réellement le salut. À cause de sa précipitation, il trébucha et tomba. Les gardiens l'avaient rattrapé. Heureusement, cette personne était Shizu. Elle est venue soigner Kotaru parce qu'elle était également membre du Supernatural Research Club. Kotaru s'est réveillé sous un arbre. Ses amis l'entouraient tous. Ses blessures avaient également été soignées. Pour le moment, ils étaient en sécurité ici. Dans une installation de Gaïa appelée Stone Research, un nouveau monde avait été créé en utilisant la technologie de Gaïa, actuellement utilisée comme réserve de bêtes démoniaques. Cependant, Kagari avait montré des comportements étranges depuis ce matin. Le chant de la destruction était toujours entonné. Akane est venue demander à la Sainte pourquoi elle insistait pour détruire les humains. À travers de nombreuses générations, l'âme et les souvenirs du saint ont été transmis aux successeurs. Elle devina qu'Akane n'avait pas encore été submergée. Mais cela avait sûrement été profondément gravé dans son cœur. À chaque génération de succession, le désespoir s'est aiguisé et renforcé. Il n'avait pas de bons souvenirs pour changer ce désespoir. Akane a affirmé qu'elle avait de bons souvenirs. Le saint l'a mise au défi d'utiliser les petits fragments de mémoire de cette école pour lutter contre la haine transmise de génération en génération. Son plan avait été soigneusement exécuté. Ils apporteraient la clé du lieu sacré pour continuer le champ de destruction, et elle s'y rendrait également. Akane a demandé la permission de l'accompagner. Tout le monde jouait toujours très joyeusement. Si seulement le président Akane était là aussi. Kotaru a rappelé Kagari, qui rêvait toujours, la taquinant parce qu'elle n'avait plus de café. Kotori a dit que ce comportement rêveur était vraiment Kagari. La petite fille n'était pas une créature vivante, mais simplement un phénomène surnaturel créé pour apporter le salut. Pas différent des bêtes démoniaques. Mais récemment, la petite fille était très heureuse. Kagari commença à divaguer. La petite fille n'a pas pu retrouver de beaux souvenirs de l'humanité. Elle n'a rien trouvé du tout. Le soir, le saint s'est préparé à monter à bord de l'avion. Avant cela, elle a ordonné à tous les contrôleurs de bêtes démoniaques d'attaquer la ville. Elle voulait tout détruire. Son mari a voulu l'arrêter, mais a été cruellement tué par une bête démoniaque. Pour elle, ceux qui ne connaissaient pas la vraie souffrance ne pouvaient rien faire. Elle retira son tube respiratoire, levant la main pour invoquer la clé. Kagari a crié. La petite fille était entraînée dans une certaine entité. Utori reconnut la chanson familière. Tout a progressivement changé. Kotaru s'est rendu compte qu'il se tenait sous un arbre géant. Quelqu'un les avait rappelés de la ville de pierre à Kazumetsuri. Des bêtes démoniaques sont apparues, attaquant les humains. La forêt s'étendait. Kagari se tenait au milieu de cette scène chaotique. Selon le saint, le moment du salut était arrivé. Elle priait pour que les humains n'aient pas une fin heureuse. La ville est devenue désolée, parce que Gaïa avait utilisé le chant de la destruction pour invoquer le sauveur. S'il voulait sauver l'humanité, Kotaru devait tuer la clé. Kotaru portait maintenant Kagari dans les escaliers, tandis que les gens à l'extérieur s'entretuaient. La sainte de la génération précédente et son assistante étaient mortes.
Eikain est devenu le saint successeur. Ce jour-là, l'humanité a entendu le chant de la destruction jouant le dernier mouvement du monde. Sur le toit, Kagari dormait toujours profondément. Kagari l'a réveillé. Tout le monde avait été séparé. Une bête démoniaque géante s'éleva, rappelant à Kagari Sayaka. Il commença à se souvenir de ses paroles, à savoir qu'un jour viendrait où il devrait utiliser la réécriture. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il était. Kagari s'était réveillée, demandant d'un air somnolent où était son café du matin. Elle n'entendait plus cette musique douloureuse. Le chant de destruction s'était arrêté. Kadaru serra Kagari dans ses bras. Il se sentait chanceux de l'avoir rencontré à nouveau. L'oncle antiquaire avait atteint le toit, visant directement la clé Kagari. Kataru avait quelque peu deviné son identité, ainsi que ce qu'il s'apprêtait à faire. Ici, il mettrait fin à la clé. Kataru ne laisserait pas cela arriver. Il le combattrait jusqu'au bout. Il était trop naïf. Contre un ennemi aussi puissant, peu importe le nombre de niveaux qu'il augmenterait, cela ne servirait à rien. Il a décidé de réécrire jusqu'à ce qu'il réussisse. Sayaka s'est transformé en bête démoniaque pour sauver Utori. Le gardien tenait fermement son arme, s'excusant auprès de Dieu. Une vie vécue était en effet pleine de péchés. S'il pouvait vivre dans un autre monde, il souhaiterait n'avoir qu'à préparer de bons ramen. Kadaru, là-haut, se battait toujours avec son oncle. Ses attaques étaient très prévisibles. L'oncle s'est lacéré la poitrine. Il a réécrit l'endurance de son corps, arrêtant rapidement le saignement. L'oncle vit qu'il avait réécrit au point de ne plus être humain. Il leva son épée, se préparant à le couper en deux. Le corps de Kotaru ne lui obéissait plus. Au moment critique, Shizu est montée à moto pour venir à la rescousse. Elle a jeté l'oncle dans une église. Elle lui a confirmé qu'elle n'avait plus aucun regret, puis a sorti son arme, se préparant à se battre. Kotaru avait utilisé trop de force. Maintenant, son corps faisait pousser des arbres. Kotori s'est excusé de l'avoir entraîné là-dedans. Kagari comprenait pourquoi elle était toujours attirée par Kotaru. Elle devina que c'était dû à Kotori. Le jour où la clé est apparue sur la prise électrique, Kotori s'est rendue dans la forêt pour retrouver Kagari, accomplissant ainsi la promesse d'un druide. Mais elle y trouva aussi Kotori, presque mort. À cette époque, Kotori voulait juste sauver Kotori. Alors, elle a beaucoup supplié Kagari. Puis elle a inséré le ruban de Kagari dans la main droite de Kotori pour lui sauver la vie. Elle voulait qu'il continue à vivre au lieu de disparaître comme ses parents, ne s'attendant pas à ce que Kagari souffre ainsi plus tard. Kagari perdait toujours le contrôle. Le pouvoir de Kagari était trop grand. Plus Kagari l'utilisait, plus cela devenait un fardeau pour lui. Kotaru a dû séparer ce pouvoir et le restituer à Kagari. Mais ce pouvoir avait aidé Kotaru à continuer de vivre et à entretenir ses blessures. Maintenant, s'il le rendait, qui savait ce qui lui arriverait? Dans cet état, Kotaru mourrait certainement. Les Fesprit pensaient que Kotaru avait simplement un trou et qu'ils avaient juste besoin de le réparer. Quoi qu'il en soit, ils avaient déjà conclu un contrat avec lui. Kagari a récupéré le ruban et les deux fées ont également fait leurs derniers adieux. Kotaru ouvrit progressivement les yeux. Kagari l'invita à boire une tasse de café. Le chant de destruction retentit à nouveau, faisant perdre à nouveau le contrôle à Kagari et hurler de douleur. Le corps de Kotaru a également été transformé en arbre. Au centre-ville, Eikain se tenait là. Elle avait laissé résonner le chant de la destruction, croyant que la destruction était le seul sauveur. La stupidité des humains n'était pas acceptable. Elle a appelé Kugari à détruire le monde. Kagari ne pouvait rien faire avec sa condition physique actuelle. Kagari a commencé à se transformer. Un grand arbre grandit et la transperça. Kagari rampa jusqu'à l'arbre, essayant d'enlever les parties de l'arbre accrochées à la petite fille. Il a été tiré en arrière par les vignes. En un instant, sa main toucha accidentellement sa poitrine. Kagari cessa de crier, lui lançant une série de coups. Elle avait repris connaissance. En voyant Kotaru ainsi, elle devina qu'il était follement amoureux d'elle. En regardant la scène environnante, c'était une destruction. Peut-être que Kagari devait porter un jugement menant à la conclusion. Kagari a rappelé les souvenirs heureux avec ce monde et ses amis, puis a demandé à Kotaru s'il le sauverait. Pour elle désormais, mourir aux mains de Kotaru ne lui laisserait aucun regret. Elle ferma paisiblement les yeux, voulant en finir. Kotaru la serra fort dans ses bras. Il ne pouvait pas faire ça. Il l'a réprimandée parce qu'elle était stupide. Il était très inquiet pour elle.
Parmi d'innombrables personnes dans le monde, Kagari ne pouvait pas comprendre pourquoi Kotaro était un idiot aussi désespéré. Voyant cela, Kotori se détourna et partit. Shizu rencontra à nouveau Lucia. Les deux disparurent ensemble dans le néant. Avant sa mort, Shizu appelait encore son père et sa mère, souhaitant manger du koutla avec toute la famille. Akane, là-haut, riait de façon maniaque parce que le monde était fini. Tout le monde avait disparu. Sa sœur lui saisit la main, ce qui lui fit retrouver son esprit, puis ils disparurent ensemble. Kutori a soutenu Sayaka dans le dernier moment. Même Kutori, ou tout le monde, a disparu. Seuls Kotaro et Kagari sont restés. Il ne savait pas si avec un peu plus de temps, il aurait pu faire mieux. Puis, il fusionna dans l'arbre géant avec Kagari.